débat sur Cam10 Télévision. Bonjour et bienvenue à vous. Ce rendez-vous dominical qu'on ne saurait manquer. 11h, 13h, 2h, le temps d'horloge pour débattre ces questions essentielles pour les Camerounais que vous êtes, les Camerounais que nous sommes. Nous parlerons de cette histoire devenue virale sur la toile. Saint-Désir Tango, l'artiste musicien camerounais qui avoue à Mondovision entretenir des relations sexuelles avec ses propres filles. Il a été interpellé par les autorités compétentes et répondra de ses actes. On en parlera ce matin avec vous, bien évidemment. On parlera également politique. Présidentielle 2025 dans les starting blocks. L'Hexagone qui se veut être un terrain propice de propagande pour certains leaders politiques. Pourquoi pas suivre également l'avancée de l'affaire de l'assassinat du petit Matisse, désormais entre quatre murs du côté de la prison centrale de Kondengui, ici à Yaoundé. Le présumé assassin Dagobert Nwafo y est effectivement. What next? On se pose la question ce matin. Voilà ce qui va constituer le menu de nos échanges sur ce plateau, mais également nous vous invitons, comme chaque dimanche, à poursuivre les débats d'où vous nous regardez. Installez-vous à votre aise et pendant que vous le faites, recevez ce qui est de coutume dans ce programme, le condensé des actualités de la semaine écoulée, condensé à travers cette revue de presse préparée avec professionnalisme qui porte la majestueuse voix de Clara de Maraps. Merci de rester fidèle au grand débat sur Cam10 Télévision, la républicaine. Bonjour Muriel Andieu et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche matin. Ouvrons la revue de presse de ce dimanche avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de l'amélioration de l'aide aux médias privés. Le journal précise que le Premier ministre chef du gouvernement donne des directives. En présidant mercredi dernier le conseil de cabinet du mois de mai, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté a prescrit la viabilisation des entreprises de presse et recommandé de mettre l'accent sur la sensibilisation et la formation des acteurs de ce secteur. Transport urbain, périurbain et rural, badge sécurisé d'identification obligatoire dès le 2 juin, d'après le journal Info Matin. Dans son numéro du vendredi 30 mai 2025, le journal précise que c'est la quintessence du communiqué signé le 26 mai par le ministre des Transports Jean-Ernest Massé-Nangale Bibéré à l'attention des conducteurs. En pied de une, Info Matin dans ce même numéro nous parle du groupement Boulot Est 1 et fait savoir que Sa Majesté Jacques Famdongo est chef de 2e degré. L'autorité traditionnelle a ce 27 mai été désignée en Kolandom, arrondissement de Bolova 2, région du Sud, sous la conduite du préfet du département de l'Anvila, Marcel Ntam Likeng. Poursuivons la revue de presse avec le journal La Voix des Jeunes. Cette semaine, le journal s'est intéressé au meurtre du petit Matisse et nous a fait savoir que Dagobert Nwafo a été jeté à Kondengui. Le meurtrier présumé du petit garçon de 6 ans froidement assassiné le 10 mai 2025 en Guaykele, dans la capitale Yaoundé, médite désormais son sort à la prison centrale de Kondengui. Il a été placé sous mandat de dépôt le mardi 27 mai 2025. Dépravation des mœurs, Saint-Désir Tango couche avec ses filles. C'est le titre choisi par le journal La Météo pour revenir sur cette affaire d'inceste. Dans un texte qu'il a posté sur sa page Facebook, l'artiste musicien avoue également avoir eu un enfant avec l'aîné après des relations sexuelles. Justifie son acte par le devoir de libérer l'Afrique des dogmes religieux. Sécurité à Yaoundé, le commissaire central numéro 4 lutte contre les vindictes populaires. Le journal Le Citoyen nous a fait savoir cette semaine que sous l'impulsion du commissaire divisionnaire Christine Irène Mindjom, le commissaire central numéro 4 de Yaoundé œuvre pour prévenir les violences collectives et promouvoir le dialogue entre les forces de l'ordre et les populations pour une sécurité apaisée.
Dans les villes de Douala et de Yaoundé, au moins 3000 bars sont dépourvus de toilettes, d'après le journal La Voix du consommateur. Selon les résultats d'une enquête menée par la FOCACO, dans les deux métropoles, de nombreux clients de débit de boissons sont contraints de se soulager en plein air du fait de l'absence des urinoirs. Uriner en public constitue un problème sanitaire et de pudeur. Les causes du non-respect des règles d'hygiène et d'assainissement évoquées sont entre autres le refus volontaire des tenanciers des bars et absence de contrôle de la part des responsables des services d'hygiène. Poursuivons en éducation avec le journal L'étudiant. Fraude aux examens, le QR code fait la police. Pour barrer la voie à la fuite massive des sujets d'examen avant l'écrit, le ministère des enseignements secondaires mise désormais sur le QR code. C'est une arme numérique qui intègre les épreuves, permet d'authentifier chaque copie, d'en assurer la traçabilité et d'identifier d'éventuelles fuites. De plus, chaque centre d'examen dispose d'un informaticien chargé de déverrouiller le code avant impression et distribution des épreuves aux candidats. Une initiative qui semble être une réponse directe au scandale de l'année dernière où plusieurs sujets avaient circulé sur les réseaux sociaux. Poursuivons en économie avec le journal L'économie quotidien. Banque africaine de développement, l'ère Sidi Oulta s'ouvre. L'économiste mauritanien a été élu le 29 mai 2025 en Côte d'Ivoire au poste de président de la BAD avec 76,18% des voix. Il doit à présent mettre en œuvre sa feuille de route axée sur 4 priorités, notamment la résilience climatique, la diversification économique, l'inclusion des jeunes et des femmes et la mobilisation des finances innovantes. En santé, parlons de l'hygiène menstruelle. Briser le silence, c'est sous ce prisme que l'Association des sages-femmes et assimilées du Cameroun a décidé de célébrer la journée mondiale de l'hygiène menstruelle le 28 mai 2025 à l'hôpital général de Yaoundé. Pour la circonstance, des conseils ont été donnés aux jeunes qui ont fait le déplacement. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain. Merci Clara de Maraps, merci Fabrice Anvama pour la collaboration technique. Merci également à ces panélistes qui nous font confiance ce matin pour grand débat. Permettez-moi donc de vous dévoiler ces visages-là avec lesquels nous allons échanger en toute cordialité ce matin. On va commencer par le visage féminin sur ce plateau qui va illuminer, pourquoi pas, le débat de ce 1er juin 2025, premier jour du mois de juin. Michel Florence Dikoumé, communicant de la formation politique RDPC. Bonjour et bienvenue au grand débat. Bonjour Muriel, bonjour à tous les copanélistes. Et à travers votre micro, j'envoie mes encouragements à tous les camarades militants qui poursuivent, n'est-ce pas, les inscriptions sur les listes électorales à travers le triangle national. Et je voudrais également dire bonjour à tous les compatriotes qui nous regardent en ce matin. Merci à vous d'être présente sur ce plateau. On va également dire bonjour et bienvenue à Yaya Bello, cadre du PCRN. Bonjour Muriel, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour co-panélistes et surtout aux nombreux Camerounais qui sont en train de nous suivre. Bon début de mois, nous sommes le 1er juin, je dis bon début de mois à tous les Camerounais et surtout à nos compatriotes qui sont partis au pèlerinage en Arabie Saoudite, en terre sainte de l'islam. Je leur dis toutes nos félicitations, tous nos encouragements. Merci également à vous d'être sur ce plateau. À votre suite, on va dire bonjour et bienvenue à ce journaliste indépendant, stratège en communication, qu'on ne présente plus d'ailleurs, Alain Amasouka. Bonjour et bienvenue. Bonjour Muriel, bonjour au panel, bonjour aux Camerounais qui nous voient, qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau. De plus en plus, qui devient une référence. Merci à vous d'être des nôtres ce matin. Bonjour également à Dieudonné Tédisseux, président national du PCPDC. Bonjour Muriel, bonjour aux copanélistes. Ce matin, permettez-moi d'envoyer un soutien fort au personnel enseignant qui se démerde dans les conditions que nous connaissons, au personnel de la justice, à la police et à l'armée, et au milieu de petits Camerounais qui travaillent dur pour gagner leur pitance. Donc bonjour et c'est un honneur de répondre à votre invitation.
Merci à vous d'être des nôtres ce matin. Il est également l'activateur politique, on l'aime l'appeler le patriarche François Bikoro. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui depuis ce matin se comptent en dizaines de millions au regard du casting qui est le vôtre ce dimanche. Je vous transmets également les bénédictions des patriarches africains qui assistent médusés voyant leurs enfants aller quérir la pitance chez les voisins alors que la maison est pleine de victuailles. Vous avez surtout le bonjour des populations du département de l'Océan qui voient depuis 2 mois aujourd'hui le ministre Jules Doré-Ndongo, qui est le président de l'association de développement du département de l'Océan, parcourir monts et vaux pour appeler à ses frères et à ses sœurs et aux habitants de Kribi, qui sont depuis un certain temps assaillis par les chercheurs d'or, qui n'ont pas besoin de traverser la mer pour aller laver les cadavres en Europe, alors que tout à côté de chez nous, il y a tout ce qui peut nous permettre de nous développer. Et nous sommes en train de travailler dans le sens qu'ils participent aussi politiquement au destin de leur pays à travers les inscriptions sur les listes électorales porte à porte, parce que nous on va dans les villages et les campagnes, mais surtout que la bonne nouvelle de la carte nationale d'identité arrive enfin dans les moindres recoins de nos pays. Les populations baguéliques que vous appelez pygmées nous disent chaque fois qu'ils veulent participer à la construction de ce pays dont ils sont les premiers habitants. Et ils ne comprennent pas toujours que dans vos plateaux de radio et télévision, vous leur parliez de la Russie, de la France, et que vous ne parliez pas de ces populations dont vous dites qu'ils sont les premiers habitants de notre pays. Et je les rassure, moi, arrière-petit-fils de Pygmée, que vous venez de me donner l'occasion de dire qu'ils sont aussi là. Merci à vous d'avoir porté leur voix ce matin sur Cam10 Télévision. C'est la Républicaine. Si vous êtes des nôtres, vous faites bien de contribuer au grand débat ce matin. Un premier sujet sur la table en guise de mise en bouche. Nous parlons bien évidemment de Saint-Désir à Tango en cas d'inceste avoué, assumé sur la toile. On se retourne encore vers le patriarche François Bikoro. Comment comprendre ce cas de figure? Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est la déréglementation du tissu sociétal. Les gens sont à la recherche d'un Nevada qui n'existe pas, qui est tout à côté d'eux. Ils sont tellement imbus de la culture qui n'est pas la leur. Ils habitent dans une cosmogonie culturelle dont ils doivent s'adapter alors qu'ils en sont les principaux froment. Quand ils se lèvent le matin, ils croient qu'ils doivent être quelque chose en faisant ce que les autres leur ont apporté alors qu'ils peuvent apporter eux-mêmes. J'ai de la peine en tant que patriarche africain de parler des choses qui ne sont pas dans le dictionnaire de notre langage. Le mot inceste est tellement tabou qu'il est même dangereux d'en parler parce que ça fait une promotion inutile. Nous sommes de ceux qui pensons que l'Afrique a donné le meilleur de lui-même au monde. C'est-à-dire que tous les gros bras qui sont allés construire les États-Unis d'Amérique, tous les gros bras africains et les cerveaux africains qui construisent l'Europe, de 4 chiffres de croissance, ils ont besoin, lorsque repu le soir à rentrer à la maison, qu'ils trouvent une mamelle nourricière sur laquelle ils posent l'ensemble de leurs problématiques et leurs problèmes. Le plus grave ici, c'est que j'ai failli dire un mot qui ne sort pas souvent de ma bouche, parce que c'est tellement sale. Il s'enorgueillit. Vous savez que ça fait 20 ans aujourd'hui que je parcours l'Afrique pour essayer de rappeler au monde entier que l'Afrique a une identité. Et notre identité culturelle, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs dont la femme est au centre de tout. Qu'un homme de cet âge, dont certains ont même célébré les sonorités musicales, se permettent de dire à Mondovision que ce qu'il a fait est bien et que c'est bon. Il n'a pas pitié de ses enfants, des camarades de ses enfants. Il n'a pas pitié de lui-même. Parce qu'en réalité, ayant échoué dans ce dont Dieu lui a pourvu comme talent, il allait se réfugier dans cette immondicité dont je ne peux pas prononcer ici. Je crois qu'il faut condamner avec la dernière énergie et nous espérons que le débat inutile qui a eu lieu avant cette révélation ne va pas entacher la rugosité avec laquelle on doit frapper ce monsieur. Nous, les patriarches, on a déjà frappé ce monsieur d'amnésie. Il ne parlera plus jamais des choses qui concernent le monde et la République. Et nous demandons à ceux qui le tiennent aujourd'hui de lui empêcher de continuer
à irradier dans le corpus de nos enfants ces immondicités dont ils se réclament. C'est dangereux, ce n'est pas bon. Vous voyez comment je suis très mal à l'aise quand je suis à côté de deux beautés, aussi naturellement pourvues par Dieu, qui sont mes voisines de gauche, et que je vois les yeux de mes voisins de droite, qui au lieu de se concentrer sur le public qui nous regarde, ont une oreille attentive sur les belles choses dont Dieu est devenu un grand peintre, et que l'on appelle qui est un imbécile. Ah, le mot est sorti. Qui se permettent de laisser ces choses en rade pour aller chercher des choses qui sont contre nature. Moi, je dis que je suis gêné, je suis dérangé. Je vous prierai même de ne plus me donner la parole pour parler de cela. Parce que les patriarches, je vous dis, les patriarches viennent de faire ce qu'on appelle la prison du village. Oui. Ce monsieur sera frappé. Mais nous nous battons maintenant que ce qui va lui arriver, intuitif personne, n'irradie pas sur les générations. On y reviendra avec votre permission, s'il vous plaît, patriarche. D'accord. Alors, une affaire quand même qui nous amène à nous poser de nombreuses questions. Quand on sait que l'inceste condamné par la loi au Cameroun n'est même pas d'abord pensable dans nos familles. Dieu donne Tédissé. Merci Muriel. Ça me donne, quand j'entends Saint Désir à Tango, je préfère Saint Désordre à Tango. Parce qu'il a franchi un niveau que dans notre tradition, on n'admet pas. Notre société est malade. Et à travers le thème que vous posez aujourd'hui, la question de la formation de la famille, de l'éducation familiale est posée. Dans notre tradition, il doit être banni. Personne ne doit l'autoriser à aller au marché, personne ne doit lui dire bonjour, personne ne doit lui rendre visite. Bref, il ne doit ni acheter, ni vendre ce qui que ce soit. C'est un acte qui est abominable, inacceptable. Et il faudra que l'article 74 et 360 qui punit l'inceste au Cameroun soit appliqué avec la dernière énergie et qui n'ait plus l'occasion d'aller sur les réseaux sociaux. Et je profite de vos antennes ce matin pour attirer l'attention du CNC sur l'urgence, et y compris le ministère des Télécommunications, sur l'urgence d'avoir ce qu'on appelle une unité de guerre cybernétique. N'importe qui, un petit soulard va rester au quartier, dès qu'il a pris un peu de son vin, il est devenu fou dans des ordres que lui seul maîtrise, il va bombarder un message, il ne pourrait pas parler à 2 personnes, mais maintenant il est capable à travers les réseaux sociaux de parler à 1 million de personnes. L'urgence d'une unité de guerre cybernétique s'impose pour que nous puissions, dès l'émission des messages, et ça c'est possible, parce que vous voyez, on communique par degré de fréquence. C'est possible de verrouiller un message qui pose problème aux questions d'ordre public et de réagir rapidement. D'autres pays le font et il est urgent au Cameroun, sans enfreindre les libertés d'expression, que l'unité de guerre cybernétique soit mise sur pied pour protéger notre culture. Parce que voyez-vous, nos enfants sont bombardés à longueur de journée avec de l'immoralité dans des chaînes étrangères. Et ce n'est pas acceptable. Avant, on parlait de déviance. Aujourd'hui, bref, il faut que la rigueur et la moralisation reprennent pied dans notre société parce que ça foutit le camp. Rigueur et moralisation qui doivent reprendre pied dans nos sociétés parce que selon vous, elles ont vraiment foutu le camp. Alain à Masoka, nombreux vous diront que le cas de Saint-Désir à Tango n'est que cette partie visible de l'iceberg révélée à Mondovision, mais dans nos cellules familiales, ça se passe. Écoutez, est-ce que ça se passe parce qu'il s'agit d'une réalité implacable? Est-ce que ça se passe parce que cela est autorisé socialement? C'est la question qu'il faut poser d'emblée. Mais il y a une chose qui est sûre. Je pense que mes prédécesseurs ont été clairs. Je n'ai pas envie d'enfoncer davantage la porte, mais il faut quand même rappeler, il faut apprécier ce fait anecdotique, du moins à la connaissance du public, sur 2 points. Le premier point, c'est l'individu. Le deuxième point, c'est la société. Au sein de la société, il y a la loi et il y a les considérations qu'il faut avoir. Pour l'individu, je crois qu'il n'y a pas de débat à ouvrir. Je pense que ce monsieur Atangana, est civilement et pénalement responsable des actes qu'il a posés, d'autant d'ailleurs qu'il y a un matériau qui est disponible. Ces fameuses vidéos sont un matériau important
pour le procureur de la République. Pour une fois, la toute première fois de ma vie publique et professionnelle, je suis d'accord avec Madame Alice Com, qui est avocat et qui a, dans une publication, demandé que le procureur de la République se saisisse immédiatement de cette affaire. Aux dernières nouvelles, en tant que journaliste, j'ai pu voir que les derniers développements de cette affaire, c'est qu'il a été interpellé. D'ailleurs, il a dit lui-même dans une vidéo qu'il est en partance pour un poste de gendarmerie. Je crois que ça fait quand même quelques jours. J'estime quand même que la procédure doit être très diligente. Il doit être mis aux arrêts très rapidement. Pourquoi? Parce que d'abord, il est devenu un danger public. Il était déjà sans que le public ne le sache, sans que les Camerounais le sachent. Il est un danger public. Il est un danger public parce qu'il est dans la dérive, d'abord sociale, normative. Il est un danger public parce qu'au-delà de ses filles aujourd'hui, on ne sait pas là où il peut étendre ses frasques. Nous estimons qu'il faut d'abord le mettre tout de suite aux arrêts. C'est une menace pour l'ordre public, c'est une menace pour l'intégrité de notre société. Première chose. Deuxième chose, au-delà du fait lui-même, quand il faut engager les réflexions, je crois que François Bikoro a été clair sur la lecture anthropologique. Je crois que ce sont des questions qui relèvent du tabou. Il faut savoir que toutes les sociétés sont organisées, parce qu'il y a une lecture sociale, sociologique et anthropologique qu'il faut mettre sur la table. Toutes les sociétés sont normées, sont encadrées, soit par la loi, soit par les coutumes. Et les coutumes doivent être, j'ai envie de dire quoi, le point d'orgue, le point de centre, le point de convergence de tout le monde. Chaque société doit s'accorder sur comment elle doit fonctionner. Alors, je ne veux pas trop insister sur la question anthropologique. Maintenant, c'est la question, j'ai envie de dire, entre guillemets, de modernisation prétendue. C'est là où il y a un danger. Muriel, je crois que vous savez, de mon point de vue personnel, tout l'engagement que j'ai sur la question de la régulation. La régulation au sein de la communication, que ce soit au niveau des médias, que ce soit sur ce qu'on appelle les nouveaux médias. Parce que les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle, qu'on désigne les nouveaux médias, qui sont en fait des réseaux sociaux. En fait, le problème de fond de ce moyen de médias, c'est qu'il n'y a pas de régulation. Il n'y a pas de régulation sur ce que les gens produisent sur la place publique. Et il n'y a pas de régulation sur les acteurs, parce qu'eux, ils ne savent même pas ce que c'est que le travail d'un média. Comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, la régulation est fortement interpellée. Que ce soit au niveau de la société, c'est-à-dire la loi, mais également au niveau des organes de régulation eux-mêmes. C'est pour cela que vous voyez tout le travail de fond du Conseil national de la communication. Mais je voudrais aller plus loin pour rejoindre... oui. Effectivement, ça je l'ai dit sur votre plateau, un de ces quatre, pour dire que le ministère des Postes et Télécommunications doit passer à la vitesse supérieure. Non seulement pour pouvoir exercer le lobbying institutionnel ou alors la pression institutionnelle nécessaire, mais également s'ouvrir vers d'autres corps pour pouvoir irriguer les forces de la force publique, si je peux le dire ainsi. Parce que sinon, si elle parle de son côté, elle en a totalement le droit, l'effet peut être marginal. Donc oui. Il a parlé d'unité autour du combat. Exactement. Il faut effectivement qu'il y ait un dispositif institutionnel qui se mette en place pour que l'espace de la toile soit régulé. Parce que les ravages de la toile sont terribles et ce n'est que le commencement. Donc j'estime effectivement avec les uns et les autres qu'il faut mettre l'accent sur la régulation pour que l'on sache exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire sur l'espace public, parce que l'espace public est encadré par la loi et par la société. D'accord. Yaya Bello, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment s'imaginer cela? Est-il vraiment possible d'essayer de comprendre? On parle ici de spiritualité, d'appartenance à différents groupes. Est-ce qu'on peut réellement en trouver des mots pour comprendre? Alors, Muriel, quand j'ai suivi la vidéo pour la première fois, sur les réseaux sociaux, moi je croyais que c'était, bon, comme c'est un artiste, je me suis dit, ben, lui, je sais que c'est un artiste, un musicien, mais à quel moment il est devenu comédien? Je vous assure, je croyais que c'était de la comédie. C'est après, quand j'ai vu l'ampleur que la vidéo a pris dans les réseaux sociaux, où à ce moment que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était vrai. Et je me suis posé, la première question que je me suis posée, c'est que, est-ce que ce monsieur est normal? J'ai demandé, on m'a dit non, il est normal, il assume. J'ai dit, ben ok. Là, nous avons touché le fond. Au-delà même de toutes les qualifications qui sont retenues ici,
Moi, je veux me parler de la corruption morale, la corruption de la jeunesse. Parce que là, c'est un parent. Un parent qui se comporte comme ça, je me demande donc, qu'est-ce que notre jeunesse peut retenir? Où va-t-on? On a parlé des dérives sociales tout à l'heure. Où va notre société aujourd'hui? C'est-à-dire, les gens sont à la recherche effrénée du buzz. C'est-à-dire, quand un monsieur assume publiquement une telle forfaiture, c'est la recherche du buzz. La recherche du buzz. La recherche de la réussite par tous les moyens. C'est-à-dire, aujourd'hui, la morale a foutu le camp. Les gens veulent réussir par tous les moyens. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Donc, je crois que tout a été dit ici. Maintenant, sur le plan juridique et judiciaire, au-delà de l'infraction pénale d'inceste, Oui. je crois qu'il y a aussi une autre infraction qu'il faut retenir, c'est-à-dire l'outrage public à la pudeur. Donc, je crois que cette infraction aussi sera retenue forcément par le procureur et que l'affaire va suivre son cours. Bon, maintenant, la justice ne se fait pas les émotions. La justice se fait suivant un code de procédure. Là, nous sommes en matière pénale, on parle de code de procédure pénale avec des délais. Donc, parce que les Camerounais croient qu'une fois qu'on est en justice, tout de suite la sentence va tomber. Voilà, non. Il y a des délais qu'il faut suivre, il y a des étapes. Donc, forcément, la justice a son temps. Mais nous espérons que cette affaire ne restera pas impunie parce que c'est la société tout entière qu'il faut sauver et la jeunesse. La société tout entière qu'il faut sauver et la jeunesse en particulier. Michel Florence Dikoumé, dans la recherche de compréhension impossible, effectivement, nombreux parlent de complicité familiale. Où était la famille, où était la maman pour le décrier auprès des autorités compétentes? Avant de parler de la famille, je voudrais donner des impressions très personnelles. Cette histoire, franchement, a jeté l'émoi et la consternation dans la société. Et à entendre, à écouter le monsieur, il a soulevé autre chose. Il parle de la décolonisation. Je ne sais pas de quelle décolonisation il parle, parce que moi, ça m'a interpellé sur le prisme identitaire de cet Africain hybride qui est en quête, dans la reconquête de son identité, voler un passé déconstruit, un avenir inconstruit. Je l'ai mis dans ce prisme-là de l'hybridisme. Nous avons des Africains aujourd'hui, ils sont d'ailleurs nombreux, qui sont excédés d'être toujours catalogués par des critères endogènes liés à l'esclavage, à l'impérialisme, liés à tout ce que nous avons vécu d'atrocité. Aujourd'hui, ils veulent s'identifier eux-mêmes de façon normale. C'est pour ça que le professeur Omotunde parlait de l'afrocentricité, qui est une construction épistémologique. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas accès à cette école-là. Nous avons, comme disait quelqu'un tout à l'heure, des gens qui n'ont connu que l'école de Mamadou Ebineta et qui se perdent en conjecture. Donc, ils se cherchent là-dedans, ils ne se retrouvent pas et on assiste donc à des débordements de tout genre. Indépendamment de cet artiste, nous avons même sur le continent un courant aujourd'hui qui parle de panafricanisme. Et dans ce panafricanisme-là, nous embrassons n'importe quoi. Et ce monsieur qui dit donc libérer l'Afrique en posant les actes qu'il a posés, je dis c'est tout ce qu'il y a de plus aberrant. Alors, avant de parler de famille également, je voudrais ici interpeller le professeur Jean-Emmanuel Pondy, le professeur Djomouel Ebenezer, qui sont des philosophes qui font dans la conscience africaine, de multiplier déjà les règles, parce que tout le monde n'a pas accès à leurs grandes publications. Il y en a qui voient ça et qui passent, qui lisent, qui ne comprennent pas. Franchement, qu'ils multiplient les séminaires, les conférences sur le triangle national, afin de dire aux gens ce que c'est que l'africanité. C'est quoi être africain? C'est vrai que nous avons hier été embrigadés dans les chaînes, mais j'ai l'impression que les chaînes d'aujourd'hui sont plus tenaces que celles d'hier, parce que là, on assiste à un peu de tout. Vous trouvez des gens qui décident de se droguer, qui ont des locks sur la tête, qui se baladent dans des rues, des personnages incongrus, des personnages qu'ils essayent un peu de dire aux gens ce que c'est que l'africanité. Moi, je n'ai jamais appris que porter les locks sur une tête voulait dire qu'on était africain. Dans ma famille, je n'ai vu personne faire ça. Mais maintenant, la complicité familiale.
elle est là. Moi, j'interpelle les femmes. Elles sont nombreuses à avoir fait des enfants en dehors des relations conventionnelles qui sont le mariage et qui ont confié des enfants à des messieurs. Est-ce que le fait que l'enfant habite chez papa empêche à la dame d'avoir une relation fusionnelle avec ses enfants, de les interroger, de les voir de temps en temps et chercher à comprendre ce qui se passe? Dans le cas d'espèce, je crois que la mère était déjà informée. Elle est même allée une fois, si je m'en tiens à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est une famille que je ne connais pas à proprement parler. Elle a récupéré l'une des filles qu'elle a amenée à la maison, au grand refus de l'autre qui avait déjà pris goût à tout ce que son père leur a fait comme lavage de cerveau. Alors j'ai dit non. Lorsqu'elle est allée, c'était trop tard. Et le tout n'était pas d'aller prendre l'enfant. Il fallait, n'est-ce pas, porter l'affaire aux autorités. Amener les autorités à comprendre ce par quoi les enfants passent. C'est facile de corrompre la jeunesse. C'est facile de corrompre les enfants. Et puis, il y a une faiblesse aussi au niveau de chez la femme. Un monsieur qui a passé 16 ans sans les enfants, eux-mêmes affirment ça dans leurs vidéos. Les remettre en communion aujourd'hui, c'est des parfaits inconnus. Le monsieur, lui, généralement, c'est un bouc quand il n'a pas recadré ses émotions. Il saute sur tout ce qui bouge. Alors, pour lui, c'est des femmes qu'on lui amène dans la maison et il se livre à n'importe quoi. Un monsieur qui n'est pas familier à des enfants, qui ne les connaît pas, parce que j'ai dit c'est des inconnus, c'était dangereux. Et même que la femme aujourd'hui apprenne à s'auto-assumer. On ne fait pas des enfants pour les confier à tout le monde. Et si vous savez que vous n'êtes pas à même de vous occuper d'un, deux enfants, mais il y a des services ici. L'administration a déjà mis en place ce qu'on appelle le planning familial. Allez-y. Il y a le Nord-Plan, il y a les pilules en tout genre pour empêcher, n'est-ce pas, un type de conception. Lorsque vous êtes même étudiante, lorsque vous êtes femme libre et que vous n'avez pas les moyens de votre politique, vraiment, allez vers les PMI, sécurisez-vous, attendez de faire vos enfants à une heure responsable lorsque vous pourrez en prendre soin. Les femmes pensent toujours que lorsqu'elles ont fait des enfants avec un monsieur, c'est la responsabilité du monsieur. Non, les responsabilités sont partagées. Il peut arriver que le monsieur ait même moins de moyens que vous et que vous subveniez, n'est-ce pas, à la scolarité de ces enfants-là, à leur quotidien. Vous pouvez m'épauler le monsieur qui a des enfants avec vous parce qu'il en a moins pour la simple raison que vos enfants vivent là-bas. Mais on prend les enfants, on va les jeter comme ça en pâture. Ça, c'est une autre paire de manches. Il y a des fois où c'est une autre femme qui n'est pas la mère des enfants qui se retrouve dans la maison. On en voit souvent de toutes les couleurs également. Donc, je suis en train de dire que non seulement la famille a fauté, parce que souvent nous couvrons ce que nous ne devons pas couvrir. Oui. Et lorsque ça éclate aujourd'hui, c'est l'humiliation de toute la famille. Personne n'est exempt de cela. Que ce soit la maman, que ce soit le monsieur, que ce soit les familles des deux. Alors je crois qu'il est temps que les femmes prennent également leurs responsabilités. Lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme aujourd'hui, c'est pour amener la femme à pouvoir produire. C'est terminé l'époque de nos grands-mères, parce que nos mamans à nous ont travaillé, où elles ont concouru, n'est-ce pas, à notre éducation à travers l'aide qu'elles apportaient à nos parents. Mais il est temps que la femme d'aujourd'hui comprenne que c'est terminé tout ça. Lorsqu'on parle d'émancipation de la femme, ce n'est pas pour aller donner les coups de poing à un monsieur, ce n'est pas pour aller se montrer à l'égal de son époux à la maison. Non, c'est son efficacité à épauler le monsieur dans les charges qui lui incombent. C'est ça aujourd'hui l'autonomisation de la femme. Je crois que c'est la 3e édition du 8 mars où constamment on revient là-dessus. Il y a plein d'activités entrepreneuriales aujourd'hui dans lesquelles les femmes s'exercent. Il y a des séminaires, on entretient des femmes dans des conférences. On appelle à plus de conscientisation. On appelle à plus de conscientisation des responsabilités. Alors je répète encore que monsieur le professeur Ebenezer Njomwele et le département de philosophie de Yaoundé 1 de grâce descendez sur le terrain, l'heure est grave, conscientiser les Africains, les Camerounais sur le fait d'être véritablement africains. C'est quoi l'africanité? C'est quoi l'afrocentricité? C'est quoi ce panafricanisme dans lequel nous voulons mener les gens vers le développement, vers la sortie de la caverne, afin qu'un Camerounais puisse aujourd'hui s'auto-assumer, s'identifier selon son giron familial, son giron local, et pouvoir, n'est-ce pas, émettre des signaux qui permettent aux autres de nous accorder une place de choix dans le concert des nations. D'accord. Alors, pour sortir de ce sujet-là, patriarche François Bikoro, besoin de conseils quand même pour parler à ceux-là qui nous regardent et qui peut-être vivent sous le joug de cette pratique-là inacceptable. L'africanité dont nous convoquons ici est une expression culturelle qui a ses valeurs. Il ne faut pas confondre les impostures qui pullulent les médias et racontent n'importe quoi sur des choses dont ils n'ont pas valeur. L'africanité est une expression. Vous savez que la femme chez nous, c'est quelque chose de sacré. L'enfant est quelque chose de sacré.
Il y a une initiation que l'on met en place avant de laisser l'enfant se retrouver seul avec lui-même. Vous avez d'abord la maman qui porte l'enfant par une expression d'amour pendant 9 mois. Quand l'enfant n'est pas 7 ans, entre la cuisine, la maman et la cour, les 7 années qui suivent, c'est le parent homme qui le tient. Il accompagne son père à des endroits qui lui seront familiers demain. 3e, 7 ans. L'enfant est avec les enfants des autres clans. Ils ont donc à la grotte l'initiation où on leur montre ces valeurs dont je fais allusion. C'est-à-dire que, et pour éviter, parce qu'il y a des tentations, surtout vous qui avez la malchance de dire que vous êtes ouvert au monde, et vous ne vous demandez pas si les autres sont ouverts à l'Afrique. On fait donc tout pour qu'un certain nombre d'acteurs culturels, les loin un temps soit peu des vicissitudes de ce qu'il va assumer. Personne dans la culture africaine n'arrive à 28 ans sans femme. Je dis bien la culture africaine. Personne. Le parent s'assure que maintenant qu'il va vous lâcher, madame, vous voulez expliquer la société moderne. Il n'y a pas un enfant qui manque là où aller dans la société africaine. Celle dont vous faites allusion est une société moderne. Mais moi, je vais plus loin. Je vous dis, en dehors de ça qui a déjà été prévu par les valeurs africaines et la loi qui condamne, ce monsieur est allé plus loin. C'est là où se trouve le crime. Il faut approfondir la réflexion des enquêtes. Ça peut être un crime en bande organisée. Il y a une fois ici où les gens lâchaient un petit truc dont le supérieur de l'État a dit la chose. Par là, quelqu'un qui avait lancé le pavé sur la mare dans les années 2006-2007. Des gens savants ont commencé à vous dire liberté, mais ils ne savaient pas. Quand Sourdine, une construction avait déjà été mise en place et financée par une société qui n'est pas la nôtre. Ils sont même allés plus loin, jusqu'à pour faire de ça des conditionnalités pour que vous qui allez toujours chercher en Europe ce qui est sur place, vous puissiez en bénéficier. La gendarmerie et la police, quand un type prend sur lui, malgré toutes les délibérations qu'il y a eu avec la mère de l'enfant et tout, d'aller proclamer que non seulement je le fais, mais je le fais au nom d'un courant de pensée qui marche en Afrique aujourd'hui. Le panafricanisme. Il faut l'extraire de là. C'est un imposteur, c'est un criminel. Mais je me dis qu'il doit être soit un produit d'une construction, comme cela a été le cas du L. Après, on a ajouté le G, on a ajouté le B, il paraît qu'on a ajouté Q et X maintenant. De ce type de construction, il faut rapidement revenir aux fondamentaux de ce dont le président a dit tout à l'heure. L'Afrique, c'est un socle familial. La société est à l'image de la famille. C'est sacré. Et on a de la bonté à voir sa fille aller en mariage. Vous voyez comment la société est contente. En tout cas pour nous les Africains. On marie un enfant, on marie un clan. En fait, c'est des protections épistémologiques pour empêcher que l'enfant ne croit qu'il est seul et qu'il peut tomber dans le piège de ce qu'on lui miroite en face. Mais je dis encore que ce monsieur, il faut ajouter, toi qui connais le droit, apologie du crime. D'accord. Et là, il n'a pas de chance parce que la loi dont vous avez convoqué tout à l'heure est douce. Mais quand on fait déjà l'apologie, ça veut dire que vous voulez mettre en place quelque chose qui va déstructurer notre société qui est déjà en mal avec vous, la jeunesse, qui croyait que tout se trouve dans le téléphone, alors qu'on peut bien planter les arbres et tout ça de l'autre côté. Donc, je me dis, en dehors de la condamnation, oui, avec rigueur, moi je n'ai pas dit avec rudesse, avec rigueur, il faudrait voir si ce n'est pas une construction. Il paraît qu'il y a des gens qui financent ce genre de choses pour déstructurer le tissu social africain. D'accord, merci à vous, Patriarche. Voilà ce qui est dit pour cette mise en bouche. Le temps est parti. On va devoir avancer. Une minute. Prenons en main. Dieu n'est pas dit. C'est une grande faveur. Oui, prenons en main. Chacun voudra une minute. D'accord, il n'y a pas de souci. Prenons en main. Tout à l'heure, il a parlé d'une construction
des groupes. Vous voyez, il y a beaucoup de crimes. Parce que, heureusement que ce thème rejoint le troisième thème. Il y a des crimes dans ce pays qui n'ont pas été sanctionnés. C'est des constructions où les gens pensent que pour accéder à un certain niveau, il faut se compromettre dans son essence. Vous avez vu Monseigneur Mbala qui est parti le 31 mai. Ça fait le temps que vous connaissez. Il y a des gens qui ont été égorgés. Il faut que ceux qui pensent que entrer dans des sectes pernicieuses pour déstabiliser notre société, les aide à exister, soit qu'il y ait l'instauration de la peine de mort après l'épuisement des voies de recours en justice. D'accord. Alors, Amasoka. Oui, vous comprenez que les enjeux de que nous offre cette affaire, ce n'est que l'abri cache la forêt, sont énormes. Je crois qu'il faut mettre un accent là-dessus du point de vue de la communication publique. Je crois que les uns et les autres ont développé leurs arguments. Moi, je voudrais ajouter quelque chose qui est également fondamental. Oui. C'est la conciliation entre deux modèles de vie, la modernité et la traditionnalité. Parce que là, il y a d'énormes problèmes. Sur le point de vue normatif, je pense que, j'ai fait quelques cours en communication africaine quand j'étais à l'école, il y a un besoin important de privilégier, j'ai envie de dire quoi, la promotion des réalités africaines. Poser la question, en fait, des études statistiques élémentaires. Rien que, par exemple, la direction du village. Très peu de personnes vont au village. Tout à fait. Les responsabilités, effectivement, sont partagées. Je crois qu'il y a une réflexion qui doit être faite là par le ministère de la Culture. Pourquoi les gens ne vont pas au village? Nous, on va au village. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je crois que, quand je parle de conciliation, il faut que la société s'interroge sur cette question. Voilà les menaces exogènes qui arrivent. J'estime que la société, le pays, l'ordre gouvernant doit poser cette question parce qu'il y a un enjeu sur la postérité, sur la prospective. Si on n'a pas réglé ce problème aujourd'hui, vous voyez les invasions des cultures étrangères, ce que ça fait. Lui là, il raconte qu'il a été bouddhiste, patati patata, voilà les conséquences. Le bouddhisme n'est pas africain, il relève d'une autre société qui n'a pas peut-être rien à voir avec la nôtre. Vous comprenez? Donc j'estime que cette conciliation entre la modernité et la traditionnalité, elle est impérative. Oui. Il faut que des réflexions qui doivent pousser vers la réforme, pour créer le maillage entre, ces deux entités de la société s'effectue. Parce que l'avenir de l'Afrique, c'est dans l'arrière-pays. C'est dans l'arrière-pays, vous comprenez? Et de même que cette interpellation existe au niveau vertical, mais également au niveau horizontal. Parce que quand vous allez dans les villages, vous trouvez là-bas des fauteurs de troupes énormes. C'est-à-dire qu'ils sont allés se loger dans la sorcellerie, d'autres qui pervertissent même la tradition. C'est-à-dire qu'ils font des abus de pouvoir, des abus d'autorité, y compris même au niveau de l'autorité traditionnelle, de la chefferie traditionnelle. Donc ce sont des interpellations qu'il faut poser dès maintenant. Il faut reconstruire notre modèle de développement qui associe, j'ai envie de dire quoi, ce qu'on apprend de l'extérieur, mais également essayer de valoriser dans la norme qui existe ce qui existe depuis très longtemps. Je connais une personnalité de ce pays, un membre du gouvernement, qui a donné une initiative au niveau des Sawa, n'est-ce pas? Je crois que c'est le ministre d'État de la Justice, je crois, où la communauté Sawa a fait des efforts pour créer des microstructures, pour apprendre la langue, pour apprendre la langue, pour apprendre les rites, pour apprendre les coutumes. J'estime que cet exemple-là doit être diversifié, étendu sur toutes les sociétés. Et j'estime que c'est un dossier que le ministère de la Culture doit porter sur lui et pour rendre bouche éventuellement sur une réforme qui peut même d'ailleurs être légiférée. D'accord, Yaya Bello. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va essayer de dire ce qu'on pourra dire. Alors, sur le plan, je vais revenir sur le plan juridique ou alors judiciaire. Tout à l'heure, je disais que la justice, elle est froide. La justice n'a pas de sentiments. Donc, ces dames-là, parce que beaucoup peuvent être surpris que ces dames aussi soient complices de cette affaire. Parce que dans une infraction, il y a ce qu'on appelle la coaction. C'est-à-dire que, prenons l'inceste par exemple, pourquoi ces dames n'ont pas dénoncé? Parce que j'estime qu'elles sont majeures, elles ont au moins 18 ans. Ça veut dire 30, voilà, 31 ans. Elles ont la majorité pénale. C'est-à-dire qu'elles sont responsables pénalement. Pourquoi n'ont-elles pas dénoncé cette pratique? À 31 ans, je crois qu'elles sont suffisamment grandes pour être responsables. Donc, on verra, les enquêtes vont nous dire si ces dames ont été consentantes
et donc susceptibles également d'être poursuivis. Cela est clair. Que les gens ne soient pas... Ils ont déclaré consentantes. Voilà. Maintenant, j'ai entendu parler de la modernité. En réalité, la modernité, c'est quoi? C'est la tradition des autres, la culture des autres, qu'on veut nous imposer pour nous déstructurer. Et je suis d'accord avec le patriarche qui dit qu'il faut pousser les enquêtes pour voir si ce n'est même pas une construction, un construit pour détruire notre tradition. Parce que aucun pays au monde ne s'est développé en abandonnant sa tradition, en épousant celle des autres. Quand vous voyez la Thaïlande, vous voyez l'Arabie Saoudite, vous voyez la Chine, c'est des gens qui sont restés ancrés sur les traditions. Maintenant, on ne reste pas fermé au monde, on reste ouvert parce que nous sommes dans un village planétaire, mais on ne va pas comment dire, sur le toit du monde en s'abandonnant. Bon, j'ai entendu parler du village, de la chefferie traditionnelle. Je crois que c'est aussi un problème fondamental dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, qui est chef traditionnel? Est-ce que le chef traditionnel est l'auxiliaire de l'administration ou alors le garant de la tradition? Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé, tout est confondu. Ça va dans tous les sens. Voilà, c'est ça que j'ai dit que ce problème-là, cette question-là pose énormément, beaucoup de... Oui, c'est très profond, on n'aura pas le temps. D'accord, on va essayer en quelques minutes. Une minute également pour vous, Michel Florence Dikoubé. Oui, je voudrais dire que le cas Saint-Désir à Tango n'est pas un cas isolé. Non. Nous vivons ça. Plein de femmes dans les foyers vivent dans le mutisme. Les messieurs vont avec tous les enfants, garçons comme filles. Ça se sait, ça se chuchote, ça se murmure. Il est temps aujourd'hui d'ouvrir la boîte à Pandore. Si elles n'ont pas ce courage, qu'elles profitent de l'affaire en cours pour également dire ce qui se passe dans leur foyer. Beaucoup meurent d'AVC aujourd'hui, beaucoup meurent de manière inconnue, plusieurs fuient les foyers. Ce n'est pas ça la solution. C'est de dénoncer. C'est de dénoncer. Nous avons les avocats du genre, hein, mesdames. Si vous n'en connaissez pas, prenez mon attache à travers Camdis et je vais vous mener vers ces femmes-là qui ne font que ce travail. Dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, comme dit le patriarche, c'est un construit pour déstructurer notre société à nous. On trouve des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des hommes, des messieurs qui vont avec leur propre fille et leur propre fils. Et ce n'est pas un cas isolé. Il est temps que cela prenne effectivement fin. Voilà qui est dit sur ce sujet. On ne peut pas épiloguer dessus en quelques minutes, mais on va mener les débats en off si vous en avez convenance. Le temps est parti pour ce programme. On prend une transition et on revient pour débattre sur la première thématique, parlant de la présidentielle 2025. Politique à présent. Si vous nous rejoignez, c'est le grand débat sur Camdis Télévision et ils sont là, ceux-là qui nous ont fait confiance ce matin. Alain Abasoka, je me tourne directement vers vous. Parlant de la présidentielle 2025, l'Hexagone, terrain propice de propagande pour certains leaders de partis politiques. Une stratégie de communication assez efficiente? Oui, c'est un choix. C'est un choix que certains acteurs politiques ont décidé de prendre, mais c'est un choix qui pousse à des questionnements. La question, c'est pourquoi ils vont là-bas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je n'ai pas bouclé toutes mes réflexions sur cette question, mais je pense que la substance qu'on peut retenir est simple à comprendre. Il y a une raison d'ordre financier. Il y a une raison d'ordre pas stratégique, mais géostratégique. Géostratégique. Voilà les deux leviers que moi j'ai retenus. La question financière est claire. On va peut-être pas ouvrir le débat, si vous voulez, on l'ouvre. Je crois qu'au Cameroun, il y a une véritable problématique sur le financement des partis politiques, semble-t-il. Problématique dans le sens que la configuration du mécanisme institutionnel, enfin légal, est assez rude, est assez rigoureuse pour que vous puissiez avoir accès au financement en tant que parti politique. Il faut avoir fait ses preuves. Ce qui, de mon point de vue, est très objectif. Donc, du coup, à partir de ce moment-là,
la question du financement est un peu entre parenthèses parce que tout le monde n'est pas accessible à cela. L'autre problème, c'est que dans ces sources de financement des partis politiques, il est clair que le pouvoir d'achat au Cameroun ne permet pas, étant donné la taille des activités politiques dans notre société, de pouvoir permettre, je parle là devant des responsables politiques, d'engager un certain nombre d'investissements. Voilà tout le problème de fond, c'est la toile de fond. Du coup, on se retourne, j'ai envie d'ajouter également que la loi interdit des intrusions financières dans le financement des partis politiques. Donc à partir de ce moment-là, on trouve d'autres roublardises pour aller trouver de l'argent ailleurs. Et quand on se retourne maintenant en Hexagone, si vous voulez, à l'étranger, là-bas vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est la monnaie. Vous savez bien, si on vous donne un peu d'argent à l'étranger, cela vaut certainement 2 à 3 fois plus qu'au Cameroun. Au Cameroun. J'en connais des acteurs politiques qui ont pris cette option. Je n'ai pas envie de trahir un de mes amis sur ce plateau. Donc, je crois que c'est une réponse qu'il faut avoir. On va en Occident parce qu'on cherche de l'argent, on cherche des financements. Rappelez-vous de cette fameuse vidéo que nous avons enregistrée en Allemagne, de quelques activistes qui avaient pris sur eux de financer, y compris un coup de force au Cameroun. Rappelez-vous des concitoyens qui sont au pays, qui étaient là. Alors, quand vous voyez ce type de déclaration, ça, ce n'est que la face ouverte de l'iceberg, la face visible. Allez donc comprendre tout ce qu'on peut avoir comme tractation dans l'ombre, les connexions, les alliances possibles. Je pense que la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest nous parle. Elle nous parle sérieusement. Donc comprenez donc que l'Hexagone, l'Occident, l'étranger est un terreau fertile pour pouvoir accueillir des financements éventuels, des financements possibles. Et c'est là où j'atterris donc dans le deuxième champ, celui de la géostratégie, de la géopolitique. Et là, ça devient très sérieux. Ça devient très sérieux parce que maintenant que les gens cherchent de l'argent, pour dire ça simplement et trivialement, il faut donc maintenant faire converger des intérêts. Et ces intérêts, par exemple, n'est-ce pas, sont sollicités également par des pouvoirs et des officines occultes. N'est-ce pas? Le Cameroun, c'est quoi l'enjeu? Le Cameroun, c'est le contrôle de tout le territoire, avec ce qu'il possède en termes de richesse. Et je n'ai pas envie de vous expliquer comment est-ce que le pouvoir en place, l'ordre gouvernant a réussi quand même à préserver, n'est-ce pas, un ensemble de nos ressources et de nos richesses. À partir de ce moment, les acteurs politiques comprennent très bien que pour pouvoir créer une véritable situation de dissidence au pays, puisque ça coûte de l'argent, alors on va le chercher ailleurs. Moi, je crois que c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce niveau qu'il faut porter les réflexions sérieuses. Porter les réflexions sérieuses pour suivre de très près ces acteurs qui sortent du pays pour espérer aller solliciter des appuis dont ils ont besoin pour venir justement dérouler leur agenda. D'accord. Alors, des mobilisations géostratégiques, on parle de financement des partis politiques. Yaya Bello. Oui, je suis d'accord avec Aléa Masoka. Parce que, moi je vais citer le nom de l'acteur, c'est Maurice Kamto. Alors, il est allé tout faire, sauf de la politique, sauf de la communication politique. Et justement, il est allé chercher de l'argent. Parce que la diaspora, c'est une question importante. Mais je n'ai pas entendu Maurice Kamto parler de la diaspora. Parce que j'ai suivi son allocution, déjà dans la matinée, devant les médias, avant d'aller s'exprimer devant des brigands. Excusez-moi de thème, parce que de cela qu'il s'agit. Parce que parmi ces gens, il y a des gens qui ont cassé nos ambassades, vous vous souvenez, non? Il y a des gens parmi eux qui versent de la farine sur des Camerounais, parce que ces Camerounais ont choisi d'appartenir à d'autres bords politiques concurrents. Il y a des gens qui s'en sont pris même à un ambassadeur récemment, à un ministre même de la République. Voilà. Voilà les gens donc que le professeur pas très Maurice Kamto a réuni pour chercher de l'argent. Et puis j'ai suivi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai suivi son discours devant les médias hier, mais j'étais amusé. Je dis, mais ce monsieur, il confirme tout ce que nous pensons de lui, ce qui n'est pas sérieux. Parce que quand il dit quelque part dans son discours, dans son allocution, que le Cameroun est en guerre, qu'il y a une guerre civile au Cameroun,
directement, j'ai cherché, bon, je me suis dit, bon, attendez, parce que souvent vous entendez des mots, vous ne cherchez pas les définitions. J'ai cherché la définition du mot, de l'expression guerre civile. Je me suis dit, mais est-ce que nous sommes comme au Soudan? Non. Oui, nous avons des menaces sécuritaires. Ce qui se passe à l'extrême nord, c'est une attaque d'une bande armée extérieure. Au nord-ouest et au sud-ouest, ce n'est pas une guerre civile. Mais il a dit aux gens là-bas que nous sommes en guerre civile. Son discours, oui. Donc, la diaspora, je reviens sur la diaspora. La diaspora, c'est une question très importante parce qu'il paraît que nous avons au moins 5 millions de Camerounais qui sont établis dans la diaspora. Et ces Camerounais de la diaspora ne sont pas ces bandes de personnes-là qui se comportent mal. Il y a la majorité qui sont des bons citoyens. Alors, qui ont fait l'immigration. Faire un focus sur Maurice Kamto. Non, je suis passé. On parle du financement des partis politiques. Vous appartenez à une formation politique, PCRL. Quelles sont les difficultés de financement? Les partis politiques sont financés, en tout cas les fonds des partis politiques proviennent de plusieurs sources. Déjà, les cotisations des militants, subventions même de l'État, au prorata, les élus. Donc il faut avoir déjà des élus pour avoir du financement. Et puis des dons. Maintenant, dans la loi, je crois que les financements extérieurs, financement de l'étranger, c'est interdit. Et on peut comprendre pour des besoins de la protection de notre souveraineté. Ce n'est que normal parce qu'un État extérieur qui finance un parti politique ou alors des organisations extérieures qui financent des partis politiques, je crois que c'est une menace à la souveraineté parce que ceux-là ont leur agenda qui peut ne pas cadrer forcément avec l'agenda national ou alors le bien national. Donc, les gens qui vont chercher de l'argent à l'extérieur, je crois que ça c'est au niveau de la régulation qu'il faut voir, parce qu'ils vont trouver des subterfuges, ne vous inquiétez pas, ils vont trouver des subterfuges de financement est encadré pour rapatrier cet argent, parce qu'ils ont aussi leurs complices dans les banques, dans les chancelleries. De toutes les façons, ils vont se débrouiller à ramener cet argent. Donc, il faut être vigilant. Donc, je parlais de la diaspora parce que c'est une question importante. Je n'ai pas entendu parler de la diaspora, en tout cas du devenir de la diaspora, dans les propos du leader dont il est question, sans faire focus sur lui. Oui. Oui, parce que la diaspora nous suit. La diaspora a plusieurs attentes. Déjà sur la question de la nationalité, de la plurinationalité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même dépassé la double nationalité, la question de la double nationalité. C'est la plurinationalité. La majorité de notre diaspora est allée de ce côté pour aller travailler. Et le fait que ces gens soient de l'autre côté ne fait pas qu'ils abandonnent, qu'ils oublient leur pays. Conséquence donc, ils vont forcément contribuer à l'essor de l'économie. Donc il faut régler la question de la nationalité en adoptant tout simplement la plurinationalité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, en Arabie Saoudite, vous avez besoin de la nationalité de ce pays, ce que j'appelle la nationalité d'emprunt, pour vous intégrer. Il y a, je disais tout à l'heure, l'accompagnement de la diaspora. D'autres pays l'ont fait. La Tunisie, par exemple, un pays comparable au Cameroun, ouvre des banques là où elle a une diaspora importante pour soutenir ces nationaux, leurs nationaux qui sont sur place, et maintenant à travers ces banques permettre le retour de fonds pour investir au pays. Il faut faire ça. Maintenant, autre chose, le vote de la diaspora. Il faut s'interroger pourquoi la diaspora ne vote pas beaucoup. Pourquoi? Il faut se poser la question. Donc, autant de choses. Donc, c'est ce genre de discours que moi, je voulais entendre. C'est-à-dire, on part vers la diaspora, ce qui est normal, c'est des Camerounais. On part leur proposer quelque chose. On ne part pas là-bas pour aller prendre encore de leur argent et ramener ici pour faire autre chose. D'accord, c'est votre regard, votre analyse. Michel Florence Dikoumé, des meetings à l'Hexagone, votre regard? Les meetings à l'étranger relèvent de beaucoup de raisons. Ceux qui vont sont généralement des gens qui ont tissé des réseaux. À ces endroits-là, on a des réseaux qui se tissent pendant qu'on est encore étudiant, dans des réseaux universitaires.
Il y en a qui partent parce qu'ils recherchent une visibilité internationale et une existence médiatique qu'ils n'ont pas ici au pays. Donc, quand ils se déportent là-bas, c'est les principales raisons qu'ils ont. Parce qu'ils pensent toujours, prenons le cas de la France, que la France a encore une certaine souveraineté sur les États africains et que la France pourrait activer un levier, n'est-ce pas, d'actionner son levier, n'est-ce pas, sur la politique camerounaise. Mais ils se trompent lourdement. Nous sommes un État souverain et le chef de l'État le clame d'ailleurs à suffire, hein, constamment dans ses discours. Le Cameroun est un État souverain. Nous avons déjà pour cela opté pour des partenaires économiques, des partenaires sociaux diversifiés. Donc, le Cameroun étant à la chasse gardée de personnes, je crois que ceux qui vont en fait le font pour eux-mêmes. Nous avons une réalité au Cameroun en ce moment, c'est qu'on a une certaine diaspora. Une diaspora que j'appellerais une diaspora entre guillemets, une diaspora qui ne produit pas. C'est une diaspora instrumentalisée qui est la somme des aigris partis d'ici et de ceux qui sont allés là-bas de manière normale et qui n'ont pas pu faire ce pourquoi ils sont partis et qui, au lieu de se poser des vraies questions, passent le temps à accuser, n'est-ce pas, le pays de n'avoir pas fait ce, n'avoir pas fait ça. Ils font foule. Parmi eux-mêmes, il y a plein de sans-papiers. Donc, lorsque vous les voyez, généralement, c'est des gens qui viennent de différents pays. Et puis, ne vous dites pas toujours que ce ne sont que des Camerounais. Il y a un collectif d'Africains aigris qui vivent de cette manière-là. Lorsque chaque opposant des différents pays arrive là-bas, ils font foule. Parce qu'on leur paye le métro, ils viennent, on paye le TGV, ils viennent, ils font foule. N'allez pas croire que tout ce que vous avez vu hier n'était que des Camerounais. Donc lorsqu'ils vont, ils sont en quête. Ils sont en quête, n'est-ce pas, de souveraineté qu'ils n'ont pas. Ils sont en quête, n'est-ce pas, d'une visibilité internationale qu'ils n'ont pas. Donc moi, lorsqu'on va faire ce type de facette à l'étranger, ça ne me fait ni chaud ni froid dans la mesure où la vérité chez nous se trouve dans les urnes. Battez-vous au Cameroun. La question électorale est tout un processus. Respectez le processus électoral, préparez-vous. Et puis l'État met à disposition de l'argent, comme l'a dit le représentant du PSN sur le plateau, pour que les uns et les autres puissent, n'est-ce pas, affûter leurs âmes. Il y a les cotisations des militants. Alors, lorsqu'on va chercher les militants dans l'Hexagone, ça veut dire qu'au Cameroun, en fait, on n'en a pas. Parce que si vous avez des militants ici, pourquoi ne pas tenir vos meetings ici? Non, c'est pour vous dire que c'est ce que je peux éplucher pour le moment. Mais dans leur tête, ils ont plein d'autres choses. Ils savent ce qu'ils vont y faire. Donc, lorsqu'on parle de décolonisation, c'est malheureux qu'aujourd'hui, un parti politique s'externalise et veut faire des choses à l'étranger, veut aller attiser. Alors même que dans cette France, nous avons deux messieurs qui ont fait des sorties capitales. Nous avons le président Sarkozy, nous avons Mélenchon de la France Insoumise, qui ont estimé que la France n'était pas le levier de ceux qui allaient là-bas chercher pitance ou chercher secours de quelque manière que ce soit. Et ils ne sont pas suffisamment futés de réaliser que par le passé, dans un pays voisin, nous avons un chef d'État qui avait fait justement appel à tous ces gens pour s'emparer du pouvoir. Et le moment venu, quand il fallait signer des conventions, on lui demandait les yeux, la tête, il a refusé, il n'a mis que quelques mois et puis il a été zigouillé, il est reparti. Comme donc, quoi? On ne peut pas vouloir parler de décolonisation, vouloir parler d'indépendance économique, vouloir, n'est-ce pas, sortir du giron d'Ojula comme le chante chaque jour sur les plateaux, nous tensant de tous les mots, et repartir chez ces mêmes ojulatistes pour aller chercher l'adoubement. Donc, c'est assez malheureux, je dis à ceux qui le font vraiment, de prendre fin. Parce qu'aucun Camerounais censé ne saurait courir après eux dans la mesure où ce qu'ils reprochent aux autres, c'est la même chose qu'ils sont en train de répéter. Et même, ils vont au-delà de ce qu'ils sont en train de reprocher aux autres. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en Hexagone? Qu'ils viennent sur les plateaux nous le dire. Dieudonné te dit finalement des propagandes, des meetings politiques à l'extérieur à des fins inavouées. Muriel, I was born Cameroonian, I will live Cameroonian, I will die Cameroonian. Je suis né Camerounais, je vivrai Camerounais et je mourrai Camerounais. J'étais encore tout petit lorsque le président actuel a dit qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Nous sommes nés born free. Et je parle de géostratégie. Nous ne pouvons pas croire que aller entretenir des relations incestueuses avec des gens qui nous ont maintenus dans la situation où nous sommes. Parce que voyez-vous, entre les gouvernements, il n'y a pas de rapport d'amitié, il n'y a que des relations d'intérêt. Allez à Paris, sachez que Paris ne nous gouverne pas au Cameroun. Lorsque une certaine classe politique de l'école de Mamadou Ebineta continue de croire que les ordres viendront des petits bureaux du Quai d'Orsay,
ou d'où ils veulent, ou de Washington, ou de la Russie, ou de la Chine. Sincèrement, le peuple camerounais n'en a rien à faire avec. Voyez-vous, on est dans ce qu'on appelle la surenchère médiatique. Le professeur Yonel disait qu'il y a les techniques démocratiques de mobilisation. Vous voyez ce qui s'est passé à Paris, il y avait beaucoup de Maliens, il y avait beaucoup de Sénégalais, comme ce qui s'est passé à Marois, où on a retrouvé les enfants de 10 ans, 11 ans, 20 ans. Ces deux partis politiques sont dans la surenchère inutile. Les Camerounais ont d'autres préoccupations majeures. Et qu'ils aillent mobiliser même sur Mars, ça va se passer ici, chez nous au Cameroun. Ça va se passer ici. Et cette mauvaise façon, on parle de panafricanisme, on parle de l'indépendance. Nous avons encore aujourd'hui au Cameroun le secteur de l'électricité, le secteur du cacao, le secteur des routes, qui sont pratiquement tenus par les entreprises de ces différents pays-là. On ne peut pas croire qu'on est un pays souverain, on veut donner l'indépendance de bien-être à son peuple et être en permanence dans les petits micmacs, signature des conventions non dites pour pouvoir venir faire m'ambasser au Cameroun. Et j'ai particulièrement été marqué par une communication. Il faut savoir tourner la page. J'ai suivi des gens revenir sur l'élection de 2018. J'ai suivi d'autres dire qu'en octobre, si ce n'est pas eux, c'est autre chose. Sachez qu'avant vous, il y avait le Cameroun. Pendant vous, il y a le Cameroun. Et après vous, il y a le Cameroun. D'accord. Et il faut qu'ils notent, je voudrais bien insister là-dessus, il faut qu'ils notent qu'il y a une nouvelle génération d'hommes politiques du Cameroun qui sont ce qu'on appelle en Afrique du Sud des born free, qui n'ont pas connu la France-Afrique, qui n'ont pas connu vos réseaux et qui ne vont pas se laisser malmener sur le terrain où nous sommes. Nous avons déjà la crise du nord-ouest et du sud-ouest qu'on n'arrive pas à résoudre jusqu'à présent parce que vos relations incestueuses perturbent la sérénité de nos populations. Ça ne doit pas continuer ainsi. D'accord. François Bikoro, finalement, que comprendre de ces meetings politiques vers l'Hexagone? J'ai fait un petit tour. C'est mon histoire du village. J'ai lu quelque part que pour exercer des activités politiques en France, il faut avoir la nationalité française ou la nationalité d'un des pays de l'Union européenne. Vous voyez que je ne pose pas de questions. Et j'ai appris ici qu'on parle aussi, quelqu'un a dit sur le plateau, de triple, quadruple nationalité. J'ai appris aussi qu'il y a un pays qui avait très bonne diaspora. Ce pays était classé dernier parmi les pays de l'indice de pauvreté dans le monde. C'est un pays africain qui a même déjà quitté les organisations créées par là où vous partez chercher l'argent en Europe. Il faut faire attention. J'ai aussi appris que pour que l'argent parte d'Europe à l'heure actuelle, pour venir au Cameroun, parce que l'Europe lui-même a déjà les problèmes, qu'il y a des petits non-blocages réglementaires et tout, les Blancs ne veulent plus que leur argent vienne. Et j'ai appris que les frères, dans des conditions définies par la plurinationalité, la 150e nationalité, font des petites activités au noir. J'ai peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'autre là. Ça peut être des activités où les gens vont profiter, je n'accuse pas les frères. Mais d'autres peuvent profiter de ça pour faire des choses comme les... Quand on lave l'argent, on appelle ça comment là? Le blanchiment d'argent. C'est compliqué dans le monde entier aujourd'hui. De faire traverser l'argent des Blancs pour venir ici. Pour nous, par vite. Et pas sous le contrôle des éminentes personnes qui travaillent l'État. Pour nous, par vite. Mais pour les Blancs sortent. J'ai appris aussi qu'il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Rotaillot, ministre de l'Intérieur. Bruno Rotaillot. Voilà. Ministre de l'Intérieur français. J'ai appris que lui, il coupe tout pour qu'on entre en France. J'ai appris, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Je parle sous le contrôle de l'homme de la triple nationalité en face de moi. Je n'ai pas vérifié. Ça suppose qu'aujourd'hui, pour que les gens, les États s'en sortent, ils ne peuvent pas développer les choses que ça part, ça entre comme ça veut. Et puis j'ai aussi appris dans les journaux de la place que pour que toi tu restes là-bas, tu dois faire quelque chose. Et j'ai vu des gens gifler les ministres,
Je demande pardon au ministre de la Jeunesse. Il a subi, hein? Il a subi. Faute diaspora là. On l'a tabassé. Même l'ambassadeur de Belgique au Non, Cameroun. je n'ai pas dit ambassadeur. Je dis qu'on a tabassé le ministre Mounana Foutou pour que les gens de l'extrême nord sachent qu'on l'a tabassé. Il faut que on le sache. Parce que quand ils vous entendent parler de diaspora, ce n'est pas le débat, c'est pas sur la diaspora. Maintenant, j'ai entendu 2 mots anglo, je suis plus à la France. Fundraising et Thanksgiving. Crowdfunding. Je ne connais pas, tu as ajouté le 3e. Ma maman est une bien internationaliste. Il semble que Thanksgiving, c'est que tu prends l'argent, non? Fundraising, c'est que tu accumules. Est-ce qu'on peut sauver ce pays en faisant l'apologie du refus de la loi? La loi dit que c'est interdit, je peux me tromper. Maintenant, j'ai vu des gens, place de la République, c'est ça, non? Oui, place de la République à Paris. Si ça a un lien avec la politique, c'est donc je ne crois pas. Parce qu'il y a aussi eu un meeting, Trocadéro. ça c'était après l'élection. Celui-ci est avant l'élection. L'histoire a ceci de particulier qu'elle ne s'arrête pas. Mais il ne faut pas faire le débat du jour de la pluie sans savoir ce qui a provoqué la pluie. Le premier meeting, il n'y avait aucun enjeu politique. Je crois qu'on avait été élu. Celui-ci a quel enjeu politique puisqu'on n'est même pas sûr qu'on va être Candidat. non, je n'ai pas dit candidat, parmi les élus. Parmi les élus. J'ai aussi appris, et je termine par là, qu'il paraît que, comme je vous ai dit pour LGBTQX, et j'ai ajouté I, inceste, il paraît que les gens qui construisent leur argent pour que ça vienne ici ont souvent aussi des petites conditions qu'il faut être courageux. Le frère qui a été courageux. Et je rejoins donc les acteurs politiques pour en leur disant 1. La diaspora n'a pas besoin de 150 nationalités pour construire son pays. Celle du Mali et du Niger est la plus forte d'Afrique. Le Mali et le Niger étaient des pays pauvres. Quand vous êtes jeune, arrêtez de faire l'apologie de ce qui est faux. La deuxième chose, c'est que les gens sur lesquels on va là, ils ne veulent pas envoyer leur part chez nous. Vous n'avez pas besoin d'aller les voir pour qu'ils envoient. Restons ici, soyons vigilants, parce qu'il y a des gens qui envoient cet argent de l'autre côté. Et j'ai aussi vu des images, en dehors de celui dont vous voulez parler. Il y a 7 autres. Et c'était même plus grave. Ils font la danse bantou dans un endroit clos. Les gens jettent les 500 $. Pour en sortir, hein, oui, patriarche. Tout ça là. Ça inquiète. Ça inquiète parce que demain, quand tout le monde va vouloir le faire, ça va renforcer ce que nous condamnons. Les enfants qui traversent la mer à la nage. Parce que toi, tu vas faire le fundraising, tu as les moyens de prendre l'avion. Il va croire que c'est mieux comme ça. Lui, vous allez renforcer le nombre de départs par la mer et avec tout ce que ça comporte comme truc. Mais comme vous dites que c'est la politique, que le corps électoral soit rapidement convoqué, parce qu'à ce moment-là, on ne sortira plus pour aller chercher quoi que ce soit, qu'on évacue rapidement des problèmes de candidature qui nous polluent l'atmosphère pour rien, et que les 4 ou 5 ou 6 qui vont rester bénéficient de ce que la loi prévoit pour qu'ils puissent faire leur campagne avec vigueur, mais dans le respect, non pas de la loi, des os et coutumes du Cameroun. Je préfère ce mot que d'utiliser la loi. Voilà, une question à chacun d'entre vous pour sortir de ce sujet-là, puisque finalement, nous parlons ici de l'argent, le nerf de la guerre. On va parler du financement des partis politiques régulés par l'administration camerounaise, mais est-ce qu'on peut tracer concrètement ces revenus des partis politiques? Allons à Massoka. Vous permettez, Muriel, que j'ajoute quand même quelque chose qui est extrêmement important. Mon ami Bello parle des fondamentaux, des préalables au cours de la diaspora. Je voudrais qu'on ajoute ici, parce que moi je suis journaliste, je m'inscris en faux contre la propagation des fausses informations. La diaspora a le dispositif légal qu'on connaît, mais il faut retenir qu'il y a un accompagnement de l'État du Cameroun sur sa diaspora. Lorsque vous allez au ministère des Relations extérieures, moi j'ai eu le privilège de travailler dans cette administration. Il faut savoir qu'il y a
toute une division consacrée aux étrangers. Des Camerounais qui sont à l'étranger. C'est toute une division. Donc, du point de vue formel, il y a ce dispositif institutionnel qui existe. Il faut que les Camerounais le sachent. Vous allez plus loin. Lorsque vous allez au Parlement, il a été créé tout un réseau des parlementaires pour la cause de la diaspora. La diaspora. Vous ajouterez que certaines administrations créent des passerelles pour que cette diaspora puisse être prise en charge. Le réseau des parlementaires dont je vous parle, je tiens à vous dire qu'il y a un ministère qui s'appelle le ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières qui leur a consacré et offert tout un siège au nom de l'État. Ça veut dire que nos compatriotes de la diaspora, sur quelques sollicitations qu'ils voudront avoir, ils savent là où ils sont. Vous ajouterez que, pour la diaspora, effectivement, ce qu'on ne dit pas beaucoup, il y a des compatriotes qui appartiennent à la diaspora, mais qui sont d'origine camerounaise et qui votent. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est des informations qu'il faut que tous les Camerounais connaissent. La diaspora vote. Sa diaspora constituée de Camerounais d'origine. Ils votent. Comme les échéances arrivent, ils vont voter. Donc ça, c'est des informations que je voudrais mettre à la disposition des Camerounais. Pour dire simplement qu'à partir de ces premières solutions, je crois qu'il faut les capitaliser. Je pense qu'il faut les faire fructifier. Je pense qu'il faut peut-être pousser les réflexions. Mais il y a un dispositif actuel qui existe et pour lequel même nos compatriotes de la diaspora doivent le saisir. Je vais terminer par là en disant que eux-mêmes de la diaspora s'organisent, se rassemblent. Dans une administration dans laquelle j'ai quelques entrées, le haut, ils appellent ça le haut commissariat de la diaspora, qui regroupe un ensemble de leurs entités sur le continent occidental, enfin sur le continent occidental ou sur l'Occident, se retrouvent régulièrement pour pouvoir fédérer leurs préoccupations et leurs, j'ai envie de dire quoi, leurs aspirations, leurs propositions, à Marseille. Et qui viennent régulièrement au pays pour consulter les pouvoirs publics, leur poser les problèmes et solliciter des sollicitations dont j'estime que certaines sont mises sur pied. J'ai même d'ailleurs appris il n'y a pas longtemps qu'une administration dont je viens de faire le cas tout à l'heure leur a offert 2000 mètres carrés sur la ville de Yaoundé pour leur permettre de construire leur siège et venir au Cameroun, quelle que soit d'ailleurs leur posture, pour qu'ils puissent développer leurs actions. Ça, ce sont des faits, ce n'est pas des débats. À partir de ce moment-là, au terme de ce rappel, je voudrais pouvoir m'interroger, effectivement, comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, j'ai essayé d'ouvrir la boîte à Pandore pour vous dire pourquoi on va à l'étranger partant du Cameroun. Il faut bien comprendre que peuvent être les logiques. Moi, j'essaie de me poser des questions. Est-ce une logique insurrectionnelle qui est en prévision? Remarquez de matériaux disponibles de certains acteurs politiques. Moi, j'aime pas citer les contemporains parce que l'information est disponible, suivez mon regard. Oui. Est-ce que c'est une logique insurrectionnelle qui est en préparation, qui est minutieusement préparée, qui est déjà dans la planification? Pense-t-on, à partir de cette logique insurrectionnelle, qu'on va pouvoir faire fédérer des alliances au niveau de l'Occident? C'est pour ça que je vous ai ouvert la piste de la lecture géopolitique. Parce que les alliances, effectivement, sont possibles aujourd'hui. Je voudrais rappeler ici que l'Afrique, à l'horizon 2050, c'est 1,3 milliard de population. Une démographie qui sera un facteur important du pouvoir économique du continent. Je voudrais rappeler également que le sous-sol de l'Afrique est suffisamment riche. D'où des prédations ou, j'ai envie de dire quoi, les assauts de quelques prédateurs tapis dans l'ombre de l'Occident. Voilà les vrais enjeux. N'oubliez pas certains acteurs occidentaux, notamment Sarkozy, ça aussi c'est disponible sur l'espace public, qui parlaient de l'ordre, du nouvel ordre mondial. Tout à fait. Il faut toujours avoir cela en considération pour rester, comme l'a dit M. Bello, extrêmement vigilant. Parce que si on s'en tient à cette hypothèse, qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il y a tous les pouvoirs qu'on peut mettre en place, je parle bien de géopolitique, on aura besoin, ils auront besoin, pour être plus précis, de quelques relais au niveau du continent, pour prendre le cas du Cameroun. Aujourd'hui, on est dans un contexte, effectivement, j'ai envie de dire quoi, de reconfiguration de la classe politique. Je crois qu'on a quelques acteurs politiques aujourd'hui, ce qui n'est pas une mauvaise chose, cela va de soi. Mais ça me permet de pouvoir déboucher sur une question fondamentale qui a été évoquée ici. C'est la question de la souveraineté. Elle est capitale, elle est fondamentale, elle est incontournable. C'est cette souveraineté-là qui est un peu malmenée
par les différents acteurs à travers le prisme de leurs intérêts cupides. Je pense que ce qui est fondamental, pour terminer sur votre question, c'est que la question du financement, devenant le point d'orgue, parce que tout a un coût, y compris en politique, doit être maîtrisé, encadré et régulé. C'est pour ça que moi, je partage totalement les dispositifs qui sont mis en place. Parce que, écoutez, on peut ne pas être content sur les questions de gouvernance. Oui. On peut les dénoncer, d'ailleurs on le fait tous les jours, quelle que soit la posture des uns et des autres. Mais le plus grand danger, on l'a évoqué du point de vue culturel, mais je vais vous dire, même du point de vue culturel, je crois que quand on l'a dit sur le plateau, si vous regardez très bien l'arrière-plan, l'arrière-fond, vous allez remarquer que, in fine, c'est la recherche de l'argent. Les gens cherchent à pouvoir améliorer leur pouvoir financier d'action. Donc il faut faire très attention sur la question du financement, sur la scène politique. Et il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités. Mais il faut surtout que la société, elle en soit suffisamment vigilante pour savoir identifier, repérer les sirènes des ingérences qui peuvent être développées. Nos acteurs politiques sont les premiers relais. Quand vous les voyez aller sur le continent ou hors du continent, oui. Ben c'est avec l'espoir de faire converger vers leurs attentes, généralement financières, puisque très souvent vous entendez parler d'appels de fonds. Ces appels de fonds, c'est quoi la finalité? C'est pour avoir assez de ressources, et dès que vous faites des appels de fonds, ben écoutez, le retour à payer sera très fort. D'accord. Dieudonné Tédis. Sur le financement des partis politiques, Muriel, il y a une autre approche que nous avons pensée au niveau de PCPDC. En dehors des contributions, des droits d'adhésion et des dons, je crois que on doit pouvoir entrer dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat politique. Le Cameroun est un vaste pays avec des terres où on peut faire l'agriculture, on peut faire l'élevage. Mais malheureusement, on a plus des hommes politiques qui sont tournés vers des slogans. Et ça, c'est un véritable problème. Je crois que l'entrepreneuriat politique, au niveau agricole, au niveau de l'élevage, au niveau de la logistique, pourrait aider suffisamment à éviter ce genre de relations incestueuses avec l'Occident. Parce qu'il a dit tout à l'heure, lorsque vous allez tenir vos meetings pour chercher des financements à l'Occident, vous avez des pôles qui sont assez productifs comme l'électricité, le cacao, les infrastructures, où vous êtes obligé, parce que vous voulez de l'argent, de signer des engagements qui vont mettre à mal le bien-être du Cameroun. Et les Camerounais qui nous écoutent doivent pouvoir, au moment du vote, faire le choix du patriotisme. Et il y a un point qui nous intéresse ici, Muriel. La question du franc CFA. Il faut transformer de façon structurelle notre économie pour passer à un capitalisme de production et non pas de consommation. C'est parce que nous sommes les éternels consommateurs au Cameroun que les gens passent le temps à se pavaner dans les chancelleries, parce que cette fois-ci, c'est au niveau de l'Occident qu'on a vu. Mais ils se baladent dans les ambassades à longueur de journée comme si ce sont des ambassadeurs et autres diplomates qui votent. Donc l'entrepreneuriat politique pourrait aider suffisamment à rendre les partis politiques autonomes et éviter ce genre de prostitution inutile. Et à permettre une traçabilité claire. Oui, oui, bien évidemment. Florence Michel Dikoumé. Oui, je vais revenir sur la diaspora. C'est vrai que le débat n'est pas sur la diaspora, mais on vous le permet. Mais je voudrais déjà vous dire que, en appui à ce qu'il a dit, il y a le réseau des parlementaires qui est venu par 2 fois déjà, qui a tenu, n'est-ce pas, ses réunions au niveau de l'Assemblée nationale, et qui ont signé, je vais au-delà de ce qu'il a dit, des conventions cadres avec beaucoup d'administrations au Cameroun. Donc ce n'est plus une diaspora atone, c'est une diaspora dynamique qui sait ce qu'elle veut. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, on est loin d'aller se pavaner là où se trouvent des meetings qui n'en valent pas la peine. Parce que là, ce n'est que du saupoudrage pour revenir maintenant sur le volet des financements. Et revenons maintenant sur la géopolitique. Nous ne sommes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, on a des États européens qui ont perdu la main sur l'Afrique et qui font feu de tout bois pour des reconquêtes. Et dans ces reconquêtes, ils contactent qui? Les hommes politiques, qui sont des couloirs plausibles, n'est-ce pas, pour accéder aux arcanes du pouvoir. Certains hommes politiques. Oui, quand je dis des hommes politiques, c'est pas tout le monde, certains, voilà. Et nous avons eu le cas au Mali, où carrément, on a supprimé les partis politiques. Ça fait couler de l'encre de la salive. Quelqu'un m'a dit, mais voilà, donc on parle de démocratie. Je lui ai demandé, qu'est-ce que vous appelez démocratie en Afrique? Ce machin-là qu'on nous a donné, non, c'est vraiment, cette démocratie n'est pas du tout arrimée à nos valeurs. Démocratie, oui, mais là, pour le moment, je crois que la révolution voudrait construire le pays.
Et elle est constamment dérangée par cet Occident qui fait des incursions répétées au sein des arcanes politiques du territoire. Donc je crois qu'une fois que ce sera assis, on va renormaliser les choses. Et c'est le cas ici. Quand vous parlez des financements qu'on défend, mais chaque jour, nous voyons certains hommes politiques qui font le ramdam diplomatique dans les chancelleries ici, à la quête justement de ces financements-là. Et lorsque l'autre s'en va de l'autre côté, c'est pour faire quoi? C'est pour hypothéquer justement nos ressources stratégiques dont les autres ont besoin. Quand on vous dit qu'ils perdent la main, c'est parce que lorsque vous allez regarder sur le plan économique, il ne leur reste que 10% sur tout le continent par rapport à ce qu'ils avaient au départ. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus une équation à n inconnue. Nous savons parfaitement ce que les uns et les autres vont chercher en France. Je vous ai dit. Et dites-nous quand même la traçabilité par rapport au financement des partis politiques, c'est possible? C'est possible, puisque déjà, je vous ai dit dans ma première prise de parole que le gouvernement finance. Mais aussi, les chancelleries donnent de l'argent à certains leaders de partis politiques. Ce n'est pas un secret. On ne va pas se mettre à citer les noms des gens ici, ils en reçoivent. Mais simplement qu'il y a un problème aujourd'hui, un contrôle assez rigide qui vient du ministère de l'administration territoriale depuis 2 mois aujourd'hui, qui ne permet plus que des fonds rares n'importe comment. Donc, lorsqu'on va de l'autre côté, on va justement chercher. Et puis, il y a des circuits flous. Il y a des circuits monétaires flous à travers le monde. Quand on parle de blanchiment d'argent, on parle de fuite de capitaux, on parle de ceci. Tous ces circuits sont valables pour que l'argent aille d'un espace économique vers un autre. Donc quand ils s'en vont là-bas, c'est pour ça. Et comme je suis en train de dire, il n'est pas exclu qu'une insurrection armée, comme ils nous le promettent depuis, soit déjà en cours et qu'on cherche non seulement de l'argent, mais des armes également pour pouvoir le faire afin de déstabiliser. On a plein d'histoires qui tournent autour. Bon, je ne suis pas la main courante, je viendrai pas raconter tout ce que je connais ici. Mais c'est pour vous dire que quelque part, parlant des financements, ils vont les chercher, mais beaucoup plus la souveraineté en échange des minerais stratégiques. Mais rassurez-nous quand même une traçabilité fluide au sein du RDPC. Non, RDPC, écoutez, nous avons une mastodonte de militants qui cotisent 1 million. Oui, nous cotisons. Il y a des jeunes même qui disent qu'ils cotisent, mais des militants cotisent. Et nous avons en tant que membres, indépendamment de la carte d'adhésion, la carte de cotisation. Nous cotisons et nous avons au sein du RDPC ce qu'on appelle les opérateurs économiques du parti. D'accord. Qui cotisent également. Comme quoi? Des financements dans le respect de la loi. Dans le respect du règlement national. Yaya Bello. Ok, je vais dire quelque chose d'abord sur la plurinationalité. Un peu pas de cours ça. Avant de parler du financement des partis politiques. Alors, pourquoi nous on propose la plurinationalité? Parce que quand nos compatriotes s'installent à l'étranger, la plupart c'est pour des raisons économiques. C'est-à-dire que dans leur pays, ils n'ont pas pu s'en sortir, ils sont allés avoir du travail quelque part. Maintenant, pour s'intégrer, il faut qu'ils empruntent la nationalité du pays dans lequel ils se trouvent. Sauf que dans notre disposition légale actuelle, quand tu prends une autre nationalité, tu perds la nationalité camerounaise. Ça, aujourd'hui, ça ne peut pas se justifier parce que le monde est ouvert. Alors, vous êtes par exemple aux États-Unis, vous y travaillez, disons pendant 5 ans, vous avez la nationalité. À un moment, vous avez besoin peut-être d'aller au Canada pour aller travailler. Il vous faut encore la nationalité du Canada. Ça c'est fait. On ne va pas dire la nationalité camerounaise. Pour dire donc que le fait que la disposition, enfin la loi reste sur ce thème-là aujourd'hui, ça bloque nos compatriotes. Et c'est un vrai problème. Parce que nous avons causé avec cette diaspora et nous l'a dit, c'est un problème. Une diaspora qu'on invite à se parce rapprocher qu'on ne comprend pas aujourd'hui des institutions mises sur pied qui les attendent j'ai une à bras ouverts. J'ai une camarade aux États-Unis. Pour qu'elle vienne au Cameroun aujourd'hui, il lui faut un visa. D'accord. Qu'en est-il de la traçabilité? Bon, maintenant, pour le financement des partis politiques, je crois qu'un parti politique sérieux, je suis sur le mot sérieux, ne devait pas avoir un problème pour avoir des fonds pour ses activités. Déjà, un parti politique n'est pas une entreprise commerciale pour que le parti se fasse des milliards. Non, le parti a juste besoin de l'argent qu'il lui faut pour faire sa communication, pour faire ses meetings, pour faire, en tout cas pour fonctionner. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les militants doivent cotiser. Même, en dehors même des militants, vous avez des gens que vous séduisez, parce que c'est l'expression, les gens que vous avez convaincus, qui ne sont même pas du parti, qui vont vous accompagner. Maintenant, sur la traçabilité ou alors la régulation, ou alors le contrôle même, disons simplement comme ça, je crois que ça se fait dans tous les pays. En France aujourd'hui, vous avez l'ancien président français,
Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, qui est toujours en justice aujourd'hui pour sa campagne électorale de 2007. Parce qu'il n'a pas respecté déjà le plafonnement. Et puis, paraît-il que l'argent est venu de la Libye, du Muammar Kadhafi. Vous vous souvenez de ce débat? Donc, dans les démocraties, les grandes démocraties que nous voulons imiter, l'argent des partis politiques, le financement des partis politiques est contrôlé et régulé. Régulé. Aux États-Unis, c'est la même chose. D'accord. Même chez nous, le contrôle ne veut pas dire, un abus, mais c'est une manière pour l'État de s'assurer que cet argent va simplement aux activités du parti. Vous vous souvenez le débat qu'il y a eu l'année passée, en fin d'année, où une ONG ou plusieurs ONG ont fait l'objet d'une régulation du ministère de l'administration territoriale, une interdiction, voilà, une interdiction, parce que ces ONG ou alors cette ONG avait des milliards dont elle ne pouvait pas justifier. C'est la même chose avec les partis politiques. Il faut qu'on sache d'où vient l'argent. Est-ce que cet argent sert seulement aux activités du parti ou alors à d'autres fins? Donc, d'accord. Et au PCAN, tout est clair. Non, tout est clair. D'accord, on laisse bien. Il n'y a pas de problème. François Bikoro, finalement, est-ce que réellement on peut s'assurer de la traçabilité des financements des partis politiques? Tout peut réellement être clair? Le danger, quand tu poses cette question aux acteurs politiques qui sont omnibulés par octobre 2025, c'est le mensonge cohérent. Ils sont tous dans le mensonge cohérent. Pour faire traverser 1500 €, Interpol te prend partout où tu te trouves. Il ne faut pas venir mentir ici. Tu peux pas. Les frères ont beaucoup d'argent dans les poches parce qu'ils sont français. Et quand ils vont l'envoyer au pays, on va demander qu'est-ce que ça va faire dans un pays étranger. Quand vous êtes français, ce n'est pas une affaire de couleur de race. Vous êtes français. Vous n'êtes pas camerounais. Vous êtes français. Si vous voulez diriger ce pays, apprenez ça à vos militants. La nationalité est un attachement. Non négociable. C'est un attachement. Votre pays, qui est un pays pluriel, avec une histoire, avec la colonisation officielle et celle octroyée, est mal en point quand elle entend ses enfants dire ces choses pour les questions électoralistes. Très bien. Il s'appelle Zinsou. Petit frère, petit-fils de celui qu'on dit qu'il est le père du Bénin. Directeur dans une société française de banque. Il dit qu'il va être président du Bénin. Premier métier à Walaka, il regarde les gens comme ça. Et dès qu'il a échoué, il a repris son poste en France. C'est quel type d'Afrique que vous là, vous voulez nous construire? Maintenant, le financement. Là, le parti politique est une association de droit camerounais. En attendant que ce soit de droit multinational. C'est une association. Il n'y a rien d'autre dans ça, hein, mais à objet politique. Vous devez, pour rassurer les Camerounais, que quand on va vous donner l'association Cameroun, que ce ne sera pas comme avec l'association parti politique. Parce que si tu te comportes comme l'association parti politique, avec l'association Cameroun, tu vas commencer à faire de l'argent du Cameroun binational. Binational, c'est pas bon. Le bois sera binational, le pétrole sera binational. Et puis ne mentez pas. Depuis 1958, ce qui conçut ce pays, c'est les produits de rente. L'école est bonne. On va à l'école pour ne pas trop. C'est les produits de rente, pétrole, manganèse, je peux me tromper. C'est pas vos histoires de... Quoi là, il dit quoi même diaspora est montée, c'est descendu. Non. En revanche, si vous adressez bien la problématique, parce que le débat a commencé depuis. C'est pour cela que l'État, de temps en temps, lâche du lest. Oui. Il vous a dit, les gens qui font les lois, poursuivant le débat, ont donné un cadre
de réflexion et de débat à la République. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Actuellement, dans les ambassades, il y a des endroits où, quand tu pars, on te reçoit quand même. Mais si parmi les gens qui doivent être reçus, il y a des gifleurs d'ambassade, d'ambassadeurs, il y a un problème. Comme quoi? Pour en sortir, François Pour Bikoro. en sortir, d'abord, les termes ont leur sens. Un migrant n'est pas la diaspora. La diaspora n'a pas pour objet de revenir s'asseoir au Cameroun. La diaspora garde un lien culturel avec son pays d'origine. C'est les migrants qui partent et reviennent, utilisent des dispositifs compliqués parce qu'ils savent qu'ils sont là, quand ils ont amassé, ils vont repartir. La confusion de ces deux choses fait toujours que vous avez en face de vous Arthur Zang, un brillant jeune homme camerounais qui devient une diaspora scientifique. Il ne peut pas, le Cameroun ne peut pas donner le laboratoire pour faire le cardiopathe. Il est donc parti là-bas. Si lui on lui donne une nationalité américaine, il garde le mot diaspora avec le lien de chez nous parce que ce qu'il fait est bon. C'est la même chose pour les Samuel et tous les autres. D'accord. Mais les gens qui travaillent au noir, traversant la Libye pendant 4 mois, se retrouvant là-bas, on leur dit repartez à l'ambassade. Pour qu'on puisse voir si on peut, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ils écoutent seulement ce qu'ils leur disent, que la bonne diaspora est celle qui est politique. D'accord, François Celle Bikoro. qui pose des actes qui font en sorte que les législations des pays dont ils ont pris la nationalité ou pas ont peur qu'en rentrant, on va les assassiner. C'est pour cela que même les acteurs politiques font le mensonge courant en parlant, quelqu'un parle de guerre. Parce que ça marche dans l'écosystème culturel des gens qui sont de ce côté. Mais je ne peux pas refuser à un président des partis politiques d'aller à la rencontre de ces militants à l'extérieur du pays. Voilà qui est dit. Merci. Mais maintenant, François je dis encore, on nous a Bikoro. dit qu'aucun parti politique au Cameroun n'a plus d'1 million de militants. Et j'ai appris qu'il y a des meetings de 20 millions de militants. Ça nous crée des problèmes, nous qui faisons dans l'éducation politique. Mais il ne faut pas empêcher un président des partis politiques d'aller à la rencontre de ces militants qui sont aux États-Unis, qui sont en France, D'accord, on vous aura différents compris du meeting là-dessus, politique. François Bikoro, pour avancer dans ce programme. Prendra pas de transition, pourquoi pas, pour dire quelques mots MOTS sur cette thématique que nous avons annoncée en début d'émission, l'affaire de l'assassinat du petit Mathis qui est en progression. Dagobert Noafo, présumé assassin désormais entre 4 murs du côté de la prison centrale de Konégé, ici même à Yaoundé. Nombreux se plaignaient d'une juridiction qui était lente, mais Yaya Bello. Oui, la justice a son temps. Je vous ai dit tout à l'heure, la justice n'a pas d'émotion. Le symbole de la justice, c'est quoi? C'est une dame avec les yeux fermés, avec une banque. C'est-à-dire que la justice, elle est froide. Et là, nous sommes en matière pénale. Il y a un code de procédure pénale qui fixe les délais. Donc, bon, je comprends l'émotion. Les gens sont choqués. On peut pas... Je ne sais pas ce qui peut justifier. J'ai envie de voir dans la tête de ce monsieur ce qui l'aurait motivé à prendre une arme blanche et tuer un enfant. On le fera en un seul tour de table. Voilà. Des questionnements encore. Alors Donc, pour vous, what next? Non, la procédure va suivre son cours. Vous savez, sur le plan pénal, il y a 3 phases, surtout quand il s'agit d'un crime, parce que les infractions sont aussi catégorisées en fonction de leur gravité. Il y a les délits, les contraventions, les délits et les crimes. Donc, tuer quelqu'un, c'est un crime. Voilà, ça veut dire qu'il y a 3 phases. Il y a la phase policière qui vient de se boucler avec l'arrestation de ce monsieur. Maintenant, va commencer la phase d'instruction devant un juge d'instruction. Le juge d'instruction aura 6 mois renouvelables 2 fois. Donc, il aura 18 mois maximum pour prendre un acte. Une ordonnance. Voilà, pour l'envoyer donc sûrement, si les éléments sont réunis, devant le juge de jugement. Donc ça va prendre du temps. Donc disons à nos compatriotes que ne vous attendez pas à ce que la semaine prochaine ou sur prochaine une sentence tombe. Non, l'affaire va suivre son cours dans le délai que j'ai précisé. Maintenant, la phase de jugement, ça peut prendre aussi beaucoup de temps, plusieurs, parce que les gens croient aussi que quand on vient à une audience, à une seule audience, on boucle l'affaire. Non.
Et ça dépend aussi des juridictions, du volume des affaires. Donc, on peut renvoyer les affaires sur peut-être 2 mois, c'est-à-dire que vous venez à une audience, et puis on renvoie 2 mois plus tard. Donc, ça va, la justice va suivre son cours, mais elle a aussi son temps. D'accord, merci Yaya Bello. Alors, une lueur d'espoir dans la procédure. Michel Florence Dikoumé. Mon problème se situe pas au niveau de la procédure judiciaire. Vous savez, ça rejoint un peu le premier problème. Oui. On arrête, on met en prison, et puis quoi encore? C'est même peu. Je crois qu'on a besoin d'autres solutions, d'actionner d'autres leviers. Qu'est-ce qui peut amener un parent, parce qu'il est lui-même parent, à tuer un enfant? C'est là toute la problématique. Et moi, je retourne maintenant la question à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous regardent, de trouver d'autres solutions. La prison, oui. Mais si on était chez les Occidentaux, on apporterait un psychologue parce qu'on veut chercher à savoir il y a eu quoi, il y a quoi. Moi, je crois que ce sont les raisons fondamentales qui amènent les parents à se comporter comme ça. On savait que les enfants étaient brigands, il y avait Bétamba. Maintenant, quand ce sont les parents, on les amène où? Bétamba, c'était un centre de redressement pour adolescents, pour mineurs qui dérangeaient. Mais maintenant, on amène les parents dérangeants où? C'est ça toute la question. D'accord. Muriel, s'il te plaît. Je vais dire oui, quelques secondes. Je crois que dans notre code pénal, il existe toujours la peine de mort. Je crois qu'il faut, parfois, pour certains types d'infractions, d'accord, il faut actionner on vous aura compris la peine de mort là-dessus. Alors à Masoka, on va avancer, Yabelo. Alors à Masoka. Bon, moi je suis pas juriste, journaliste. Je suis resté sur ma faim sur ce que les informations disponibles ont été portées au sein de l'opinion publique. Quand vous écoutez très bien les tests qui ont été avancés, il y a des interrogations quelque part. Je résume. 2 types sont bagarrés dans un bar, ils sont voisins. Et puis voilà, il y a un qui a fui, l'autre qui s'est fâché, il est allé prendre un couteau, et puis il a foncé dans son domicile, dans le dos de son adversaire, et a trouvé 3 enfants dans la maison, et a poignardé celui qu'il a pu arrêter, les 2 autres ont fui. Voilà ce que l'information disponible nous dit. Question. Qu'est-ce qui justifie que lui, il prenne le couteau au lieu de suivre son adversaire dehors avec lequel il bagarrait? Il va poignarder un enfant qui est calmement assis en train de regarder la télévision à la maison. Il y a une partie de l'affaire là qui manque. Qui est assez floue. Elle est floue. Bon, lui, il en rajoute encore en disant qu'il ne se souvient pas. Il est frappé subitement d'amnésie. C'est quand même ridicule. Non, moi je voudrais interpeller les confrères d'approfondir les enquêtes. Ça va aider à pouvoir comprendre les mobiles. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis-là où la bagarre ayant eu à avoir lieu, l'adversaire ayant peut-être s'étant éloigné et l'autre adversaire, le bourreau infanticide, se retrouve en train de changer d'adversaire avec un couteau pour aller poignarder un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des mots? Est-ce qu'il y a eu des mots qui ont choqué? Est-ce qu'il y a eu des révélations qui ont été faites? Je ne dirais pas que l'enfant a engagé un bras de fer avec un adulte. Non, il est innocent, il est inoffensif. Question, à ce moment précis-là, il y a des choses qui sont faites et des choses qui sont dites. C'est cet écheveau-là qu'il faut démêler. J'estime que les journalistes ont la capacité de pouvoir le faire. Ou alors, les enquêteurs certainement font ce travail, mais l'opinion publique doit savoir, dans le prisme du droit du public à l'information. Le public doit savoir concrètement ce qui s'est passé. Je reste convaincu d'expérience de journaliste qu'il y a une phase de cette séquence, il y a une séquence de cette affaire qui est cachée. Et c'est ça, sans doute, le fond du problème. Sans doute qui a déclenché le risque, le besoin entre les 2 adversaires, mais sans doute également qui a déterminé le bourreau à passer à la phase fatale. Parce qu'à partir de cette réponse, on comprendra sans doute, au-delà de ces crimes, ce qui peut également se produire ailleurs, probablement pour les mêmes raisons. D'accord. François Bikoro. Je ne sais pas si on maîtrise bien l'affaire. Et heureusement qu'il vient de nous permettre de bien maîtriser l'affaire. Matisse était assis devant son téléviseur. Le même Matisse, au moment où je suis ici, est devant son téléviseur. Il a gardé dans sa tête que dès que je ne suis pas d'accord avec Yaya, il doit fuir la maison. Il se dit, comme j'ai vu avec l'autre, les voilà qui ne s'entendent pas sur le plateau.
Au lieu qu'ils se bagarrent entre eux, l'un va rentrer à la maison et venir nous retrouver ici. C'est à ce niveau que on veut comprendre comment mon frère veut comprendre. Qu'est-ce qui peut amener un individu d'abord à dire chien à un journaliste sur un plateau? Il a 70 ans. Qu'est-ce qui amène ce journaliste à le rappeler le lendemain sur ce plateau? Et qu'est-ce qui explique le silence complice de certains médias depuis que cette histoire a commencé? On revient aux constructions. C'est pour cela qu'Amasouk a dit, lui il interpelle au côté professionnel. En fait, il veut leur dire, ne lâchez pas cette histoire. Faites comme vous avez fait avec le gars qui a insulté Paul Biya-Chien. 72 avocats. On a passé 2 semaines, la maman de Mathis se demandait, c'est l'avocat de Mbouda ou bien c'est l'avocat quel j'ai besoin. Elle avait besoin. La société veut nous voir s'émouvoir. Lorsque quelque chose qui peut être un principe après commence à poindre, ça part toujours petit. Mais à un moment donné, les gens vont provoquer les crises en sachant que ce n'est pas toi qu'il va attaquer de face. Il a déjà quelque chose qui va souvent te faire plus mal. Yaya Bello, vous êtes originaire, je ne dis pas natif, d'une région où quand un enfant entrait dans une boutique pour acheter un bonbon de 25 francs, elle met la main à la poche pour sortir le bonbon. Tous les adultes fuient en courant. Parce qu'on croyait qu'elle actionne la bombe de Boko Haram. D'où vient-il que ces enfants aient repris confiance? Nous avons repris confiance avec eux. Et qu'une activité funeste comme celle-là, que les gens en débattent comme c'était perte et profit. Je suis d'accord avec lui. La justice va faire son travail. Oui. Mais nous sommes là pour empêcher que ça ne devienne un principe. Oui. Que 2 personnes s'engueulent autour d'une bonne bière. Les engueulades extrapolent comme d'habitude. Et pendant que l'autre reste tranquille, les gens qui étaient là, on commence à se dire, quand il sort là, il va où? Et je termine par là. Nous sommes un pays où on a quand même vu un féminicide. C'est pour ça qu'Amasouk vous dit, faisons un vrai débat sur les choses que les Blancs nous ont amenées et sur ce que nous avons. Le code des Blancs a libéré quelqu'un qui a tué sa femme. Et plus grave, comme un apologie au féminicide, on lui a dit d'aller chercher 53 000. 52 ou 53 000. 52 000. Ça peut susciter des gens qui ont des constructions machiavéliques en sourdine. En se disant, le premier galop d'essai avance. Si nous lâchons, lançons le deuxième galop d'essai. Et à un moment donné, nous allons nous trouver dans une société où il n'y a plus de règles. D'accord, François Bicon. Laissons la justice qui vient de s'approprier. Oui. Mais nous disons que nous qui sommes aussi des contenteurs du peuple et de l'opinion, aidons les uns et les autres à se dire, vous donnez trop de travail à la justice. Il y a des actants sociétaux qui font que quand tu as un problème avec quelqu'un, tu peux aller voir le voisin, tu peux aller voir le prêtre, tu peux aller voir tel, et on essaie de voir comment le régler. Sortir de ce cadre du ping-pong entre vous sur un ring pour aller s'attaquer aux spectateurs, à un innocent, ce n'est pas bon. Et nous attirons donc l'attention sur ça. Mais la justice, elle va fonctionner telle que nous l'avons voulu en son temps. Parce qu'on a aussi vu la clameur populaire. Parce qu'on dit qu'au royaume des chiens, parfois c'est le loup qui perd toujours tous les procès. On a vu des clameurs populaires où les gens ont crié au voleur, alors que c'est le voleur qui crie au voleur. Et vous voyez donc que la justice camerounaise a au moins sauvé ce monsieur qui est encore présumé innocent. Mais nous disons seulement qu'on va rester vigilants. Et on attire l'attention de ceux qui disent qu'ils veulent la justice au Cameroun de ne pas fermer l'œil sur ça parce que nous sommes en période électoraliste. Une affaire qui suscite l'émotion de la nation entière, ça il faut le souligner. Dieudonné Tédissou. Muriel, ça interpelle toute la nation. On ne peut pas permanemment avoir des crimes qui se commettent au Cameroun. Pour ce qu'on a interpellé le principal suspect, qui a été inculpé et mis sous mandat de dépôt provisoire. Mais vous avez le cas de Monseigneur Mbala, qui a été jeté dans l'eau
il a dit je suis dans l'eau. Vous avez le cas des femmes qui ont été égorgées avec leurs enfants. Bref, il est important aujourd'hui pour que nous ne soyons plus dans cette justice qui a maille à partir avec l'évolution de notre société, de faire des réformes fondamentales pour que cette justice soit indépendante et qu'elle sorte des mains des hommes politiques. Parce que voyez-vous, si le Conseil supérieur de la magistrature sortait des hommes politiques pour pouvoir être, le président pour être élu, le président du Conseil supérieur de la magistrature pour être élu par les magistrats, de façon à ce que désormais la justice est vraiment les mains, parce qu'on demande à la grande dame, la justice, de faire plus que ce qu'elle ne peut, alors que la carrière des magistrats est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc il est urgent pour que notre justice puisse avancer, que désormais elle soit indépendante au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, au niveau de l'élection du président de la Cour suprême, des procureurs généraux près des cours d'appel, à l'effet que désormais il y ait des coudées franches. Vous voyez qu'un magistrat qui attend une affectation, une nomination, une promotion, depuis 2020, il n'y a pas eu de Conseil supérieur de la magistrature. Un coup de fil peut paralyser. Donc du coup, il est urgent pour que notre société soit à la hauteur des attentes de ce qu'on veut, que la justice, à qui on demande trop, ait les moyens et l'indépendance nécessaires pour pouvoir mener sa mission. L'ayant fait, vous n'aurez plus de cas de crimes non élucidés dans lesquels une phase du puzzle est seulement montrée et d'autres phases cachées. Voilà ce que je voulais dire à cet effet. Et rassurez-nous, pour le cas du petit Mathis, la justice a tenu le problème du bon pont. La justice a tenu le problème du bon pont et le juge d'instruction va justement dans le cadre de l'information judiciaire recouper tous les pans, parce que le père de Mathis n'a pas encore été entendu, je ne sais pas, je ne suis pas dans le dossier, mais il va falloir qu'il dise, parce que parfois entre les différents acteurs, vous voyez, il parlait de construire tout à l'heure, les gens sont dans un nouveau messianisme qui nous déculture. Et s'ils étaient dans une secte, les deux bagarreurs, et que l'un a... Autant d'interrogations. Oui, c'est pour cela qu'il faut laisser la justice aller doucement. Voilà. S'ils étaient dans une secte où l'un a mangé l'enfant de l'autre... Les présupposés, mais on espère avoir la clarté pour également en sortir quelques secondes à Alain Abasoka. Je crois également qu'il faut ouvrir le vrai débat sur la sacralité des corps, des corporations. Je crois qu'il y a des enlisements qui sont très dangereux. Dieudonné dit quelque chose qui me semble plus ou moins recevable, mais il oublie que dans les corps même, il y a comme une espèce de travertissement des principes cardinaux, y compris chez nous. Chez nous, les journalistes, on commence par là. Ça arrive que vous avez des journalistes, du moins, s'ils savent ce que ça veut dire être journaliste, qui ne respectent plus le métier, mais qui utilisent le métier à l'autel de leurs intérêts cupides et personnels. Cela est valable également dans le domaine de la justice. Si vous voulez revendiquer dans tous les corps, moi j'estime qu'il faut effectivement éviter les enlisements, les glissements, protéger la sacralité des corps professionnels, des corporations. Je vais peut-être choquer certaines personnes. Il y a un responsable de médias aujourd'hui qui est entrelacé, écartelé entre des pouvoirs, entre le pouvoir exécutif et ceux qui parlent de la justice. Il est toujours au bagne aujourd'hui. Et vous avez bien assisté l'épilogue où il voulait s'adosser sur un ami, un de ses amis, son ami qui dirige la justice, et en face il y avait un contradicteur, un autre contre-pouvoir qui lui est de l'exécutif. Vous voyez, ce n'est plus la justice qu'on veut faire dire, c'est de protéger les intérêts cupides des individus, protéger la sacralité des corporations de métiers. Voilà qui est dit ce matin. Merci à vous, très cher, d'avoir répondu présent pour ce rendez-vous. Dieudonné Pédissé, merci à vous. Yaya Bello, Michel Florence Dikoumé, le patriarche François Bikoro, également à vous, Alain Abasoka. Vous, nos très chers fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Poursuivez les débats d'où vous nous regardez. On pourra le faire également ici en off, pourquoi pas. Grand débat rentre en gare pour cette sortie du 1er juin 2025. Très bon mois de juin à vous. Vous êtes sur Cam10 Télévision, c'est la Républicaine. Restez républicains et que vive la République.